avant d'adhérer à un projet, c'est-à-dire de finir dans les 3 premiers, etc., il fallait qu'on soit tous collègues, enfin bien avec une bonne cohésion. Et après, derrière, on peut travailler. Ouais, la pirogue, je m'en souviens bien parce que c'était 13 heures, c'était en Guyane, il fallait remonter le fleuve Maroni. Au Sénégal, au Sénégal, j'ai fait pas mal de choses, mais c'est surtout dans la région de Ziguinchor où je me suis le plus régalé, notamment au village de Sadio Mané, son village d'origine. Et donc, j'étais un peu curieux de voir d'où il venait et qu'est-ce que je pouvais mettre en place. Quand tu te retrouves avec 140 gamins qui veulent faire du football, il faut essayer d'organiser tout ça, les répartir, essayer de faire des catégories, mettre en place une partie un peu atelier, calculer un peu le matériel que tu peux avoir, si jamais il faut que tu prennes du matériel qui est dans le village pour compléter un pot de fleurs ou n'importe quoi, ça peut toujours faire quelque chose. Et de l'autre côté, il faut organiser les matchs, et ça, encore, tout ça, j'ai envie de te dire, c'est la partie qui est facile. La partie la plus compliquée, c'est qu'il faut le faire, et en même temps, il faut gérer la caméra, la GoPro, le drone, le machin, parce que le but, c'est aussi de faire des images. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous, en fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode, ou en fonction de là où vous vous situez sur notre très chère planète, mes salutations devraient convenir à tous les francophones d'entre vous. Le Brésil, la Bolivie, le Pérou, le Sénégal, le Maroc, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie ou encore l'Indonésie. Voici les quelques pays dans lesquels nous allons nous envoler en présence de Romain Garcia et quelques ballons évidemment. Il y a un peu plus d'un an et demi, j'avais un projet comme celui-ci, finalement j'ai été largement devancé. Finalement j'ai l'occasion de pouvoir échanger avec lui et de lui poser toutes les questions que j'ai en tête et surtout le plaisir de vous partager cela. Moi ce que je vous propose, prenez un siège en classe économique ou en classe affaires et puis je vous souhaite surtout une excellente écoute. En tout cas, ça va Romain ? Ça va très bien, écoute, j'étais pendant 1h30 là en train de mettre du parquet dans la cuisine de ma tante, donc un peu en sueur, mais bon, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pour ça que Et tu es toi, descendu dans le sud ? Non, dans le sud, parce que tu sais, j'ai été en confinement pendant 2 mois, et 2 mois dans un studio dans la région parisienne, même si le quartier de Vincennes est intéressant, et c'est un quartier pas mal du tout, avec le bois de Vincennes à côté, ça fait du bien de venir dans le sud et de revoir un petit peu sa famille, de passer des moments à plusieurs, de faire des repas de famille, donc de bien manger, même si je mangeais bien à Paris aussi, hein, c'était pas le souci, donc voilà un petit peu la raison pour laquelle je suis rentré dans le sud. Ok, c'est noté. Et donc t'en profites pour faire un peu de réaménagement. Oui, en même temps, j'apporte un petit coup de main quand je peux. Donc là, il fallait changer le sol de la cuisine. Et puis, moi, ça me fait un peu une activité physique. Ça aide ma tante à se sentir mieux chez elle. Donc voilà un petit peu mon passage ici. Et quand j'ai des notifications, ça te dérange pas? Ça fait pas un bruit? Est-ce que tu en as reçu là pendant le début de notre échange? Oui. Non. Oui. Là, j'ai pas eu Okay. j'ai pas eu de bruit. Non. D'accord, peut-être que si j'enlève le son. Là, tu m'entends toujours? Je t'entends toujours. Ok, bon, normalement, tu devrais plus rien entendre. Ça marche. Écoute, moi, je suis prêt quand tu veux. Ok. Honnêtement, moi, j'ai déjà enregistré. Après, comme j'ai l'habitude, je sais pas trop ce que je vais garder au montage, etc. J'essaie d'être le plus spontané possible. Mais en tout cas, Ouais. pour qu'il y ait un début, on va dire, pour faire les choses un peu bien. En tout cas, Romain, merci beaucoup de m'offrir de ton temps, de nous offrir de ton temps et de pouvoir être disponible pour être une aventure de plus à partager sur le podcast que j'ai lancé il y a 2 mois. Et en fait, un peu pour habitude, je ne présente généralement pas les personnes au début de mes podcasts. Moi, je préfère que ce soit les personnes avec lesquelles j'échange qui se présentent. Et donc, j'ai l'honneur de te demander, Romain, s'il y a des personnes qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, eh bien, comment tu te présenterais?
Ouais, ça va. Bah, écoute, Thomas, déjà, plaisir partagé. Il y a vraiment pas de souci. Ça me fait plaisir d'échanger sur les quelques expériences que j'ai vécues dernièrement. Et pour me présenter, bah, disons que je suis un enfant du monde. Je suis né à l'île de la Réunion, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait mes études sur Marseille et aujourd'hui je vis sur Paris alors que juste avant j'avais fait un gros périple aux quatre coins du monde. Donc si tu veux, on va dire que j'aime bouger et c'est ce qui résume un petit peu ma vie, on va dire. Voilà, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour pouvoir bouger demain et c'est comme ça que je me retrouve. Après, euh, on va dire que je suis passionné de football. Ça n'a pas été mon premier sport. J'en ai fait des sports pourtant avant. Voilà, j'ai fait de la natation, du tennis, du judo, de la planche à voile. J'ai même fait de la pelote basque. Et je me retrouve à 14 ans à commencer le football, où je deviens un grand passionné pratiquant. En même temps, j'ai pris conscience aussi que mon père a été joueur de football. Enfin, je le savais avant, hein. Mais quand on arrive un petit peu à la préadolescence et que tu te dis, voilà, mon père, il a joué dans tel club et tel club, tu as les copains qui ont un autre regard. Et puis même, c'est ce qui est surtout très appréciable, c'est de pouvoir partager cette passion entre père et fils. Et ça fait partie de mon éducation. Donc le football me vient du côté de mon père et le côté voyage vient du côté de mes parents, mais plutôt de ma mère qui est agent de voyage. Et tout ça, ça m'a donné une certaine ouverture d'esprit, ça m'a fait découvrir énormément de choses et surtout, ça me donne envie de découvrir davantage. Et, euh, et pour continuer sur notamment ma venue à Marseille, donc pour mes études, étant donné que j'étais passionné de sport en général, eh ben, j'ai fait des études dans le monde du sport. J'ai fait une licence TAPS et après derrière j'ai continué sur un master en management du sport. Et, et c'était vraiment des études où j'en garde de très bons souvenirs, surtout le côté vie étudiante. Et derrière ça, j'ai travaillé notamment auprès des services de l'État, donc Jeunesse et Sport, sur la région PACA et dans les Bouches-du-Rhône, où j'ai fait pas mal d'actions dans les quartiers, toujours sur ce côté sport, ce côté un peu événementiel et la valorisation de la jeunesse et des structures qui œuvrent pour la jeunesse. Donc voilà un petit peu mes missions lorsque j'ai travaillé pendant près de 2 ans à Jeunesse et Sport. Après j'ai fait d'autres boulots un petit peu à droite à gauche et je me suis retrouvé à un moment donné à réaliser une forme de rêve, donc partir faire le tour du monde avec, j'allais dire un ballon, non, avec plusieurs ballons. Et, euh, et donc à partager cette passion du ballon rond avec des enfants, avec des personnes, des populations, des communautés un peu isolées, même souvent. C'était un petit peu le but de mon expédition, d'aller rencontrer les gens qu'on ne voit pas et voir un petit peu quel pourrait être le rapport avec le football. Comment pouvoir se faire intégrer dans des communautés. Est-ce que le football apporte des, des choses en plus que si je venais sans, ça serait certainement différent. Et en fait, cette expérience et ce rêve au final, hein, c'est très bien réalisé. Et puis, il m'amène à réfléchir sur mon avenir. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Peut-être que j'ai oublié un truc, certainement le fait que pendant mes études et même un peu après, j'ai été entraîneur et donc entraîneur passionné tout autant que joueur. J'aurais préféré davantage jouer, mais le genou m'a un petit peu freiné là-dedans. Mais ceci étant, je me suis régalé en tant qu'entraîneur et puis j'ai appris beaucoup de choses et surtout le côté humain, le côté humain est extrêmement enrichissant et c'est ce pourquoi je l'ai continué pendant presque 8 années. Et puis avec cette aventure autour du monde, je n'ai pas pu, j'ai pu plus m'engager dans un club, mais l'idée me trotte. L'idée me trotte, ceci étant, ça veut dire qu'il faut rester sur place et faire une saison pleine, sinon
ça vaut pas la peine. Voilà un petit peu ma présentation. Ceux qui ont l'habitude un petit peu d'écouter des podcasts, ils savent ou ressentiront que tu me mets face à un sacré défi. Est-ce que je peux me permettre de te poser la question qu'il est possible que d'autres se posent? Ton père, il aurait joué dans quel club? Est-ce que je peux te poser cette question-là? Oui, il n'y a pas de problème. Écoute, il a joué au Real Madrid, au FC Barcelone, au Bayern Munich. Non, c'est une blague. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mon père, il a eu une très belle carrière en tant que jeune. Donc, D'accord. il a fait toutes les classes en équipe de France, de minime cadet jusqu'à espoir. Et donc, dans les années, je parle 75 à 85. D'accord. Voilà, il faisait partie certainement des meilleurs jeunes espoirs du championnat de France. Et il a été recruté par l'Olympique de Marseille quand il avait 14 ans. Mmh. Et d'où le fait que je suis allé faire mes études à Marseille, c'est que j'avais des connexions aussi là-bas. Et donc, il a fait partie de l'équipe des Minots, donc cette fameuse épopée où ce sont des jeunes du centre de formation qui ont maintenu le club en vie. Et aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a une étoile et fait partie des clubs les plus influents en France. C'est parce qu'il a survécu à un moment donné grâce à des jeunes gamins qui étaient payés une misère et qui voilà, aujourd'hui font rêver des millions de personnes à Marseille et ailleurs dans le monde, hein, parce que c'est un club international avec une très belle histoire, mais c'est surtout une page qu'il ne faut pas forcément oublier. Et puis, dans les années 83-84, il a dû arrêter un petit moment de jouer. Il a repris la saison d'après à Rouen quand ils étaient encore en première division, donc 85, 86, 87. Et puis, il a été victime d'un accident et alors, la carrière de footballeur professionnel, ça peut aller très vite. Hein. D'accord, ok. Mmh. Tu peux être un espoir quand tu es jeune et puis tu te retrouves à 25 ans à te dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, il a passé des formations d'entraîneur et puis il était plus ou moins entraîneur-joueur et puis il a fait partie des premiers professionnels à aller à l'île de la Réunion. Et Ah, c'est comme ça, d'accord, ok. et c'est là-bas où du coup j'ai été conçu Ah, ça explique. Ok, parce que c'était la prochaine voilà. question que j'allais te poser. D'où vient Et l'accent voilà. et comment tu en arrives à la Réunion? D'accord, ok. Ouais, donc voilà un petit peu la carrière de mon père. Ok. Et mais bon, ceci étant, je l'ai jamais vu jouer quand il était joueur professionnel, mais je l'ai vu jouer quand il avait 50 ans et c'était beau à voir. Et puis tu ressens tu ressens ouais, le talent, la technique, même avec 30-40 kilos en plus. C'est toujours beau à voir un joueur, un Ouais, joueur de foot. Voilà. non, je comprends, Un bon joueur. un bon joueur, Voilà. exact. Ouais, En ouais. plus du fait que ce soit le padré. Hein, Je suis complètement et, d'accord avec toi. Mm. et lui, je pense qu'il a été le plus heureux à partir du moment où je me suis mis à m'intéresser au football et qu'il a pu m'apprendre certaines choses. Et peut-être que j'ai eu aussi beaucoup de chance par rapport à d'autres sur la façon d'appréhender, de concevoir le football. Donc voilà un petit peu aussi mon ouverture d'esprit sur la discipline. Ouais, c'est marrant parce que tu as parlé de trotteur, évidemment. Enfin, ça te trottait l'esprit, pardon. Moi, je me demandais si tu allais justement parler de la bonne expression que j'ai bien aimée que tu as utilisée, c'est coach trotteur. Mais finalement, elle n'est pas sortie. Pourquoi je dis ça? C'est que il me semble important de signaler que moi, je t'ai cité dans mon podcast. C'est vrai que je t'en ai fait part hier quand on s'est appelé pour s'introduire. Mais c'est vrai que ça me fait particulièrement plaisir de pouvoir échanger avec toi, sachant que mon podcast a ici aussi été inspiré de ton aventure. C'est un peu moi, ce podcast, c'est une façon de partager avec les personnes que que j'ai rencontrées, que je vais continuer à rencontrer sur mon parcours et avec lesquelles je vais pouvoir échanger, pouvoir apprendre. Et d'autant plus avec toi qui a été donc un coach trotteur, c'est une expression que tu as utilisée. Et moi j'ai une question aussi pourquoi citoyen du monde? Pourquoi enfant du monde, pardon, Romain? Parce que j'ai baigné dans
beaucoup de cultures et de traditions différentes, où la mixité était très présente. Et, euh, et puis, je me considère comme enfant du monde. Voilà, C'est-à-dire sans on est réel tous. passeport, sans réelle attache, sans... euh, euh, tu... ouais, enfin, si, j'ai des passeports, mais non, c'est que si tu veux, j'ai, c'est bizarre parce que après, c'est une perception personnelle. Je me sens plus comme Bien sûr, hein, c'est très être personnel, oui. Oui. être humain vivant sur une planète que un citoyen vivant dans un pays avec une frontière et des drapeaux et des lois, etc. Ouais, Et c'est pour ça que j'ai parlé. Est-ce que tu ressens... c'est là. Excuse-moi de te couper par rapport vas-y. au passeport. Ouais. Non, donc voilà un petit peu ma perception des choses et puis comme voilà, j'ai eu mon éducation qui a été faite avec beaucoup d'échanges de mixité, c'est normal que je me considère, enfin je pense hein, que je me considère enfant du monde. Euh, Maintenant, on est tous plus ou moins enfants du monde, donc voilà un petit peu, c'est ma vision des choses. Moi, je te remercie parce que c'est justement, moi j'ai tendance à dire que je suis un citoyen du monde et pourtant j'ai pas eu la richesse de ton parcours. J'ai deux parents qui viennent de deux pays différents, mais la notion de passeport, moi je n'ai qu'un passeport. Mais c'est pour ça que ça m'a un petit peu, ça m'a attrapé. Je voulais savoir un peu comment tu ressentais par rapport à ça. Mais je te remercie pour ta réponse. Est-ce que brièvement, parce que c'est pas là que je veux faire le focus et on a beaucoup de choses à aborder, mais ça m'intéresse Oui. quand même. Tu as parlé d'action dans les quartiers. Et bah moi, j'ai passé pas mal de temps en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, et j'ai une sensibilité au quartier. Je serais curieux de savoir un peu, voilà, brièvement, un peu tu as parlé de 2 années, notamment à la jeunesse et sport. Qu'est-ce que tu as été amené à faire? Dans quel but? Quel type de mission? Alors à jeunesse et sport, j'avais dans un premier temps la casquette de, comment dire, j'étais chargé de mission dans le cadre de l'Euro 2016 et, euh, et aussi auprès du service civique. Donc, peut-être que le dispositif, tu en as Oui, entendu parler. exact. Oui, oui. Mhm. Voilà, donc, tous les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent faire une mission d'intérêt général dans une structure associative, entre autres. Ouais. Eh ben, moi, j'étais là pour du coup conseiller un petit peu les structures sportives pour qu'ils puissent récupérer des jeunes avec des projets derrière cohérents. Est-ce Donc, que je les c'est des jeunes qui sont pas forcément diplômés, c'est ça, si je dis pas de bêtises, qui peuvent avoir un contrat d'1 an, quelque chose comme ça? accompagne ça, c'est une Ouais, mission de volontariat ouais, ok. et il n'y a surtout aucun recrutement via les études et l'expérience et la compétence. Ouais. Voilà, c'est la volonté qui prime. Et donc, bah, le but du jeu, c'était de conseiller les structures sportives, et notamment dans le cadre de l'Euro 2016, conseiller tous les clubs de football pour qu'ils puissent récupérer des jeunes et faire des actions, des projets, des programmes autour de l'Euro 2016. Voilà. Une fois que j'avais fait l'accompagnement, j'avais une partie de ma mission qui était sur la valorisation aussi bien des structures qui s'engageaient, donc des clubs, et principalement, et aussi bien, ça pouvait être aussi des districts et des ligues, et aussi bien au niveau des jeunes qui s'engageaient. Donc la valorisation, ben, avec l'Euro 2016, il y avait une grosse partie qui était de remettre des places, tu sais, pour les matchs de l'Euro 2016, au Oui, stade oui, oui. Vélodrome ou dans les autres stades de la région Méditerranée. Et donc ça fait partie, c'était une grosse partie de ma mission. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi un certain nombre d'actions de valorisation qu'il fallait mettre en place, donc les réunir, les rassembler et leur faire profiter de moments positifs tous ensemble, de se faire connaître, d'échanger ensemble. Donc ça a été ma mission sur l'Euro 2016 que j'ai reconduite l'année d'après parce que Marseille a été élue capitale européenne du sport en 2017. Et Exact. D'accord. du coup, j'ai mis en place le même programme, donc avec de l'accompagnement auprès des structures dans la région et une valorisation des structures et des volontaires. Et puis, du coup, il y avait pas mal d'événements. C'était intéressant. J'avais même organisé le Marseille Express. En Le gros, Marseille Express. t'étais auprès des associations
et tu Oui, essayais de faire intervenir des jeunes dans ces associations pour faire des actions de volontariat. c'est ça, c'est D'accord. ça. Parce qu'il y a des jeunes qui étaient dans les quartiers ou qui avaient arrêté l'école et qui ne savaient pas quoi faire, qui galéraient à trouver un travail. Ben, tant qu'à faire, qui se construisent petit à petit en faisant ce genre d'action d'intérêt général. Et puis ça leur permet de développer des Des compétences, des expériences, des expériences, de compétences, rencontrer exact. du monde et éventuellement même d'être embauché par la suite en fonction du besoin des structures, même si c'est pas évident pour le monde associatif Bien aujourd'hui. sûr. Comment tu convaincs un jeune, qui tu sens que voilà que qui cherche son projet et que tu sais comment tu arrives à mettre en lien une association qui a un besoin, éventuellement un jeune qui a du temps, à ouais, qui a du temps et Alors, qui a ouais, c'est ça? moi, le principe, c'était pas de récupérer le jeune et de le mettre dans la structure, mais c'était de faire la rencontre entre les jeunes et les structures. Donc D'accord. pour ça, à l'époque, j'avais mis en place des speed dating que tu dois connaître. En fait, c'était plutôt des speed meetings. Et, donc Intéressant, c'était ouais. voilà, sur une sorte de plateforme, euh, mettre plusieurs organismes et faire des merde, avec le sablier au bout de 2 minutes, Le tout se tu faisait en rencontres ligne? des associations, etc. Non, 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 pas du tout. Non? C'était D'accord. au Centre régional d'information jeunesse. D'accord, OK. Donc, du coup, voilà, ça avait rassemblé, pour un exemple, une cinquantaine d'associations et presque 150 jeunes. Comment tu Et communiquais avec les jeunes? Comment tu as réussi à les tu sais, à les faire venir? bah écoute, là, après, du coup, on a des partenariats avec des réseaux jeunesse, avec Pôle emploi, avec Des missions locales? les locales, etc. Donc, D'accord, OK. j'imagine que c'est ton domaine parce que tu m'avais dit que tu avais travaillé un petit peu là-dedans. Donc, tu vois un peu le principe Ah, c'est pour ça que ça du m'intéresse. fonctionnement. Ouais, OK. Ouais. Donc j'étais là-dedans, j'avais une autre mission aussi qui était de coordonner toutes les activités qui étaient faites dans les quartiers nord au niveau de l'été, parce qu'il y a pas mal de structures qui proposaient des activités très intéressantes, très ludiques, mais qui n'avaient aucune coordination en termes de calendrier, mais en termes de communication. Donc le but du jeu, c'était d'harmoniser tout ça. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autres comme missions? Et puis après, j'avais des missions qui étaient plus liées en tant que professeur de sport, non pas professeur de PS, mais bon, professeur de sport qui était sur aussi bien de l'accompagnement du conseil auprès d'infrastructures sportives, mais aussi du contrôle sur des questions de sécurité, d'hygiène et de diplôme, et etc., etc., comme vous avez certainement vu Ouais, dans les films, mmh. contrôleur jeunesse et sport. Voilà, mais jeunesse et sport qui est en train de disparaître et qui se fait remplacer petit à petit par le ministère de l'Éducation, notamment. Je te remercie, Romain. Avant de poser ma deuxième question que j'aime bien poser là pour, clôturer un peu l'aspect introduction, il y a quand même une Il n'y a question pas qui de me vient poser parce que footballagogie pour moi c'est, je ne sais pas si tu le sais, mais je dirais que je t'en ai pas parlé, c'est aussi, l'éducation par le voyage et on va parler beaucoup voyage avec toi et c'est là où c'est pour moi c'est assez, je suis vraiment content de pouvoir partager avec toi. Mais il y a un premier voyage que tu fais durant avant de t'envoler vraiment, personnellement, c'est, de quitter la Réunion finalement où tu es né, où tu as grandi et d'arriver à Marseille. Comment en tant que personne qui a grandi une partie de ta vie sur une île, lorsque tu arrives en France, comment ça se passe? Je sais pas si on peut dire il y a un choc de culture, je sais pas comment ça Ouais, alors déjà, juste, je peaufine un petit peu ta question. Entre la Réunion, où je suis parti très jeune, hein, j'avais 5-6 ans, et la Nouvelle-Calédonie, qui est une étape intermédiaire où j'ai passé la plupart de ma jeunesse. J'ai quitté la Nouvelle-Calédonie, je crois que j'avais 18 ou 19 ans. ah parfait, d'accord. Donc, ça m'a pas tant choqué de venir vivre en France parce que déjà c'était la volonté que j'avais depuis un moment de faire mes études en France, de sortir un petit peu de ce côté insulaire, même si j'appréciais et j'apprécie toujours la Nouvelle-Calédonie pour ses qualités. Mais
j'avais l'habitude aussi, et j'avais pris l'habitude de voyager tous les ans, de venir en métropole. C'était une véritable chance. Donc, du coup, la métropole, j'avais adhéré, j'avais compris un petit peu son fonctionnement. Et puis, non, j'ai toujours été assez ouvert et j'ai toujours pu m'adapter très facilement en fonction de mon lieu de vie. Il y avait certainement toute la partie paperasse qui n'était pas évidente parce que nous, même si on est soi-disant un territoire français, on ne fonctionne pas comme ici. Ça veut dire que la CAF, on ne connaît pas. La CAF, la sécurité sociale, on n'a pas. Bref, toute la partie administrative, c'est totalement différent de la Vous avez les Nouvelle-Calédonie. impôts. On a des impôts, si tu veux, mais ça s'appelle pas l'URSSAF, ça s'appelle pas Ah, d'accord, ok. impôt gouv, etc., etc. Donc, il y a eu ça, il y a eu le fait aussi que, à un moment donné, tu quittes ton cocon familial et vivre sans les parents, sans la sœur et les amis, bon, c'est difficile un petit peu, mais on est jeune. On est jeune et on s'adapte facilement. Et puis, le milieu universitaire, comme j'étais en plus, j'ai vécu dans le campus, j'étais en permanence en contact avec des étudiants. Donc, c'était très intéressant de vivre ce moment-là. Et on se retrouve. Voilà, j'avais des Calédoniens avec moi, donc on gardait un petit peu nos habitudes, nos expressions, notre façon Ah, de ok, vivre. d'accord. Moi, Il y a quand même un aspect communautaire quand même il y a une forme d'expatriation là quand même. entièrement, mais tu sais, quand tu t'expatries et que tu fais Nouvelle-Calédonie, je sais pas combien de kilomètres, 22, 16, 10 non, 000? entre 16 et 22, je sais. Ouais, 22 000 kilomètres. Et que tu te retrouves en France, tu es content de retrouver un collègue que tu as en plus joué au football en Nouvelle-Calédonie, tu vois, avec lui. Et donc, enfin, ça, et puis c'est sympa de manger les mêmes choses, on se retrouve, on parle un petit peu des bons vieux souvenirs de notre île, parce que je parle plus de la Nouvelle-Calédonie que la Réunion, parce qu'au final, la Réunion, j'ai très peu de souvenirs, D'accord, à part, à part que culinairement, je mange créole tout le temps. Voilà, dans la semaine, je mange au moins 2 ou 3 plats créoles. d'accord, ok. Donc, il me reste encore des vestiges. Mais bon, non, il n'y a pas eu de gros chocs tant que ça. Et j'avais l'habitude de voyager. Juste avant de venir en France, j'avais fait un tour des États-Unis pendant 3 mois. J'avais fait une grosse partie aussi en Australie, donc en solitaire. En gros, j'étais déjà préparé par rapport peut-être à d'autres où ça a pu être plus compliqué. Je sais que ma sœur avait fait une tentative quelques années avant moi de vivre en France et au bout de 2 mois, elle est repartie en Nouvelle-Calédonie parce que elle s'y est pas faite. Ah, Voilà, quand donc ça. même. Il y a quelque Non, chose, mais hein. ça dépend des profils des personnes Bien sûr, et, bien euh, sûr. et puis voilà. Moi, je me permets de te poser cette question parce que dans mon entourage, j'ai un tout petit peu voyagé et j'ai pas encore vraiment eu l'occasion d'échanger avec des personnes qui se sont, on va dire, si je peux me permettre vraiment, s'expatrier en France. Et je trouve justement ce processus qui est tout à fait envisageable. Notamment, nous sommes des francophones, toi et moi, mais c'est une Ouais, forme d'expatriation et je trouve, je suis curieux, j'étais curieux de savoir. Mais merci oui, pour ton partage. sur un aspect géographique, après la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, hein. Oui, oui, oui. Donc, donc voilà. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais ouais, j'ai du mal à me dire si c'est la France vraiment, tu vois, Romain. J'ai vraiment du mal à me dire comment, tu sais, d'aussi loin, comme tu le mentionnes, tu sais, on a beau être français, toi et moi, et puis finalement, bah, tu manges 2 à 3 fois par semaine des plats créoles qui te rappellent un peu ton éducation, ton enfance, et qui font partie de ta culture. Tu sais, je me dis, bah, Bah, c'est la France au niveau juridique, oui, au niveau du droit, au niveau institutionnel, mais je sais sur, pas, je sais sur pas. les lois régaliennes, c'est la France. Ouais. Après, Mm, chaque territoire a ses spécificités mm, donc du coup, il faut s'adapter en fonction d'eux. Mais mm. non, pour l'instant, la Nouvelle-Calédonie est un POM, un pays d'outre-mer, donc avec Oui, son oui, tout à propre fait, gouvernement, ouais, bien sûr, bien sûr. ses propres institutions, mais dépend aussi de la France. Et heureusement que Dame France est toujours là pour soutenir et subventionner nos
besoin par moment, où ça peut être Mmh. compliqué, comme par exemple dernièrement avec le coronavirus. Donc, D'accord. voilà, mais il y a la question actuelle en Calédonie du référendum Pour? pour l'indépendance, oui ou non. Ah, d'accord. Donc voilà, là, il y a eu, en fait, si tu veux, c'est un référendum en 3 étapes. Il y a déjà eu un premier référendum en 2018 Qui où a échoué? la majorité a répondu non, donc D'accord. non à l'indépendance. Et puis il y en a encore un qui va avoir lieu d'ici la fin d'année et un autre en 2022 normalement. Et au bout de 3 référendums, si la réponse est toujours négative, normalement le pays devrait rester auprès de la France. Et D'accord. c'est une forme de collaboration, si tu veux. Hein. Donc, Mmh. et avec une possible réflexion sur du plus long terme, donc 25, 30, 50 ans, savoir s'il y aura une autodétermination plus tard ou pas. Mais pour l'instant, on est toujours français. Moi, personnellement, ben, je pense qu'il vaut mieux rester auprès de la France parce que le pays, je le vois pas Pouvoir être indépendant autonome? Mmh. ouais, du fait que sur la question d'être autonome, je pense qu'on n'y est pas. Et tu vois, juste avec un virus, ben, le pays peut totalement s'écrouler. Donc heureusement qu'ils n'ont pas eu de gros cas et de grosses contaminations, mais ça peut aller très très vite et on a besoin d'avoir un pays comme la France derrière nous qui, à tout moment, ben, peut, peut nous secourir ou aider à la Calédonie de grandir. Et c'est le principal. Et la question pour moi du référendum, donc du oui ou du non, c'est une question binaire qui crée des tensions et qui divise les gens. Et j'apprécie pas trop cette question-là. Je serais plutôt sur une logique de construire un pays ensemble. Donc, un pays en commun, mais bon, visiblement, il faut passer par Mmh. ce référendum. Enfin, ce sont des questions après politiques Mmh. et personnellement, je préférerais pas trop donner mon avis aussi, mais bon, j'ai été, j'ai dit plus ou moins ce que je pensais. Je suis content parce que c'est des questions que je ne maîtrise pas. Et du coup, j'en profite pour faire la transition et quand même en reparler pour un sujet qui te passionne et qui me passionne, pour rentrer dans le vif du sujet, Romain. Dis-moi, Romain, un peu comment es-tu devenu éducateur? Et la question que j'aime bien poser, c'est un peu à quand remontent un peu tes premiers souvenirs d'entraîneur-éducateur? Ça va. Bon, ben, déjà, avant d'être éducateur, j'étais joueur. J'ai pas eu une grande carrière. J'ai une courte carrière, mais j'ai eu la chance d'évoluer en Nouvelle-Calédonie et ça te donne droit à participer en plus des championnats classiques, districts et ligues, même si c'est pas trop structuré comme ça là-bas. Mais ça te donne droit de participer à des rencontres nationales et internationales, ou interrégionales si on veut aussi. Et donc j'ai très vite été sélectionné pour la Nouvelle-Calédonie chez les jeunes. Donc à partir de 14 ans, j'étais sélectionné jusqu'à mes 17-18 ans. Et donc j'ai fait toutes mes classes, U14, U15, U17 et U19, mais j'avais arrêté quand j'avais 17 ans à jouer avec eux parce que je finissais mes études, j'allais en voyage, etc. Et donc il fallait quand même un minimum de sérieux. Mais on va dire que toutes ces sélections-là te permettent de pouvoir participer à des super événements. Et par exemple, la Coupe nationale des cadets à Clairefontaine, qui existait à l'époque, qui a changé certainement de nom. Et donc de jouer contre des équipes qui sont bien plus fortes que toi, d'aller dans des infrastructures qui sont assez exceptionnelles, hein, qui est l'une des plus belles du monde. Euh, de recevoir en Nouvelle-Calédonie des équipes internationales, de faire ce genre de rencontres dans un stade avec du monde, etc., sur des pelouses billard. Et donc, Quel type de sélection? sélection, bah, le Vanuatu, la Papouasie, ce genre de sélection. C'est En excellent. fait, c'est dans le Pacifique, si tu veux. Ouais, ouais, je situe parfaitement. Ouais. Voilà, et ça m'a permis aussi de rencontrer des entraîneurs, des bons entraîneurs, qui avaient leur philosophie de jeu, qui avaient leurs principes. Et du coup, ben, de par ces rencontres-là,
déjà très intéressant et très enrichissant. Mais surtout, ce qui m'a le plus appris dans le métier, on va dire, de l'entraîneur, c'est que la première année que je fais du foot, j'avais un entraîneur, c'était le papa d'un joueur, il faisait du mieux qu'il pouvait, on s'était régalé, et puis on avait fait une bonne saison de jeunes. Et puis mon père a vu que j'allais continuer dans le football, donc il s'est dit pourquoi pas m'impliquer dans le club et devenir entraîneur pour l'équipe de mon fils. En Nouvelle-Calédonie, des entraîneurs qui ont des diplômes professionnels, il n'y en a pas beaucoup, et donc c'était une chance pour moi de côtoyer mon père le plus souvent possible, mais aussi pour tous les collègues, les jeunes qui jouent avec moi, d'avoir un entraîneur qui a joué à l'OM, etc. Il faut imaginer des petits qui ont cette vision des choses-là. C'était vraiment c'est une période de vie extraordinaire. Et donc, c'est mon père qui m'a suivi, et j'étais un petit peu le joueur coach adjoint. Alors, il faut savoir que quand il y a un père qui entraîne son fils, surtout si c'est un père qui a joué au football, etc., c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, ça veut dire qu'il faut vraiment être le meilleur pour pouvoir jouer, parce que même si tu es bon et peut-être un peu plus bon que les autres, si tu n'es pas vraiment au-dessus, mon père, par façon Respect, de faire, par rigueur, me mettait plutôt remplaçant, que voilà. Donc il fallait vraiment que je sois parmi les meilleurs pour être titulaire et pour avoir du temps de jeu. Et c'est pas évident, mine de rien. Je me rappelle même qu'une finale, il me sort à la mi-temps, on faisait 0-0, et puis on me sort à la mi-temps, et puis ils perdent 3-0. Donc moi, j'étais content, parce que du coup, j'étais pas forcément le fautif en soi, mais je me trouvais pas forcément le moins bon et le plus le joueur à faire sortir, tu vois. Mais comme j'étais pas le meilleur, mon père avait ce réflexe. C'était bien, c'était pour forger, on va dire, un mental, pour se développer, grandir et s'améliorer. Mais donc, du coup, il préférait me sortir. Voilà, c'est ce genre d'exemple. Et finalement, ça a eu un impact sur le joueur et l'entraîneur? Certainement, certainement. Mais ce que je disais aussi, c'était que j'étais un peu le coach adjoint. Ça veut dire qu'avant les matchs, après les matchs, etc., tous les débriefs, quand tu as 14 ans jusqu'à tes 17 ans, tu en fais des débriefs. Et c'est chose que certainement tous les enfants font plus ou moins avec leurs parents, s'ils ont la chance d'avoir les parents qui viennent voir le match. Mais c'est sous un regard amateur, sous un regard père-fils, sous un regard peut-être en toute humilité, avec un peu moins d'expérience et de compétences en matière football. Qu'est-ce que tu garderais de ces échanges-là, d'ailleurs? Oui, bien sûr. Si tu veux, quand j'entraîne, parfois on pourrait avoir l'impression que c'est mon père qui entraîne aussi. J'ai certaines expressions, certaines façons de faire Par exemple? qui après, il faut me voir sur le terrain. Je voulais que tu nous mettes en contexte un peu. J'aime bien les anecdotes, j'aime bien, j'aime bien c'est ça, les petites histoires. Par exemple. Waouh. Ça date, hein, j'imagine. Non, mais c'est des façons d'encourager, des petites expressions qui font que il y a l'influence. Ça a marché. Voilà, mais lui-même, il a appris ça, ou il a été formé lorsqu'il a été footballeur. Donc, il a eu de très très bons coachs, notamment Skoblar et bien d'autres. Je ne les connais pas tous, hein, c'était pas à mon époque personnellement, mais bon, Skoblar, tout le monde le connaît. Et donc, quand lui, il a eu l'occasion de fréquenter ce genre de personnes, forcément, j'imagine qu'il y a des répercussions, une façon de faire qui m'a transmis lors de tous ces entraînements. Et donc, en gros, j'étais un peu coach adjoint. Je me rappelle que ma première séance que j'avais déjà animée, j'avais 14 ans et demi ou 15 ans. Il partait, il avait un rendez-vous, et donc il m'a laissé faire l'entraînement. Ça s'était très bien passé. De ton équipe? Oui, de mon équipe. Donc, d'accord. Après, on était une bande de copains, c'est ça qui était beau à l'époque. Avec une mixité assez extraordinaire aussi, notamment en sélection, où j'étais, si je peux dire, le seul Européen en sélection de Nouvelle-Calédonie. Donc c'était marrant de me voir au milieu de cette équipe très typée mélanésienne.
Mais bon, c'était de très belles aventures, tout ça. Et puis, en grandissant, avec après avoir côtoyé un certain nombre d'entraîneurs, des bons, des moins bons, des impressionnants, et ben on arrive à la fac de sport. À la fac de sport, on me propose de valider un peu des unités libres, etc. Et qu'en étant bénévole dans un club, ça pouvait le faire. Là, tu es à Marseille Ben, à ce moment-là, hein, c'est ça. voilà, là, du coup, j'ai Là, été tu commences placé à à ma mettre place. les pieds dans le rôle, la casquette d'entraîneur à ce moment-là. Exactement. Et puis, on me trouve des qualités dans l'entraînement. Pourtant, j'avais jamais entraîné plus que ça. Vas-y, Mais dis-moi, Romain, ça ressemble à quoi oui, tes débuts d'entraîneur? Plutôt, ma alors j'ai question, c'est, commencé. tu sais, ça ressemble à quoi ta philosophie? Comment tu vois l'entraînement? Ça ressemble à quoi tes entraînements au début? Alors, au début. Waouh. Non, mais Ben, au quand je dis au début, j'étais un début, petit c'est peu. les premières années, hein, on n'est pas, y a pas de problème. J'étais un- j'ai eu la chance de commencer avec des petits tout. Donc, j'avais des 10 ans, 10, 11 ans, je crois. Donc, du coup, bon, ça allait parce que j'avais toujours eu un peu ce feeling avec les enfants et les jeunes. Donc voilà, et puis je me débrouillais, c'était de la débrouille. On n'avait pas un club qui était là pour accompagner les éducateurs. On avait même un club qui avait presque 700 licenciés, donc c'était un peu l'usine et il Quand même, fallait. ouais, exact. Ouais. Dans l'équipe que j'avais, on était plus sur des équipes animation que des équipes compétition. En même temps, j'ai débuté et puis du coup, c'était faire en sorte que les gamins prennent plaisir et donc mettre en place des exercices de bon sens, mais il n'y avait aucune vision À long de terme, style de croiseur. Non, ouais, compétition, alors oui, voilà. C'était pas d'objectifs. forcément pour Ouais. le dire, si tu veux, mais il n'y avait aucune structuration dans l'entraînement, véritablement, comme on pourrait le voir lors des formations 3F. Tu sais, où c'est bien structuré Ouais, avec ouais, ouais, bien sûr. un exercice, un jeu, Ouais. un exercice qui va par le jeu, etc. Bref. Et donc, on était dans la débrouille et puis ça se passait bien, les enfants étaient contents. Tu sais, à partir du moment où tu respectes le jeune, que tu es à l'écoute et que tu fais en sorte qu'ils s'entendent bien, ben, et que les parents derrière te remercient, et que les gamins aussi, ben, ça veut dire que c'était une bonne saison. Et puis ça m'a donné un petit peu le goût de continuer. On m'a mis derrière des U17. Voilà, j'ai fait 3 ans de U17. 3 saisons avec des jeunes. Et puis, pareil, hein, au début, on commence, on n'est pas trop expérimenté, donc on apprend, on fait beaucoup d'erreurs, mais on fait tout pour que ça se voit le moins, pour se rattraper, Tu penses à des choses en mais il faut particulier? le Tu... reconnaître. Des erreurs de gestion de jeunes, certainement, voilà. Enfin, je sais pas, dans tous les cas, j'ai toujours essayé de faire au mieux, parce que c'était pas dans mon intérêt j'avais jamais l'équipe première, donc moi, j'étais plutôt là pour que le gamin prenne plaisir à jouer au foot, qu'il grandisse, qu'il apprenne des choses, qu'il évolue, que de le carrer parce qu'il n'a pas été présent à un entraînement et qu'il ne jouera pas et que et du coup, il descend en deux, etc. En fait, je n'avais pas du tout cette philosophie-là et je peux te dire que même dans mon club, j'ai eu beaucoup d'équipes réserves et très souvent, même la plupart du temps, les joueurs préféraient venir en équipe réserve pour jouer parce qu'ils savaient qu'ils allaient passer un bon moment dans le sens où, non pas que j'étais très souple, très laxiste, hein, pas du tout, mais qu'il y avait déjà une bonne ambiance dans le groupe et que le gars, il allait prendre plaisir à jouer. Comment on Voilà. la Et à met? partir. Comment Hein. la touche Romain, comment on la met cette bonne ambiance dans un groupe, que ce soit bah, notamment U17? C'est quoi ta méthode? C'est quoi ta pédagogie? Ouais, bah, écoute, il me semble que je te l'avais échangé un petit peu dernièrement et c'était en fait c'est très basé sur la cohésion, sur la cohésion de groupe, donc la communication positive, l'intelligence collective.
voilà, toute cette philosophie qui se mélange et qui fait en sorte que le groupe vit bien, que les jeunes s'entendent, que c'est quand on a 17 ans ou 18, 19 ans, ben, ce soit des collègues, que quand on est content de venir à l'entraînement parce qu'on sait qu'on va pas s'ennuyer à l'entraînement, qu'on va certes faire du sport, qu'on va travailler, mais qu'on va aussi surtout prendre plaisir. Et peut-être que lorsqu'on a des entraînements où on touche beaucoup le ballon, où on est toujours dans une bonne humeur, malgré le fait que le travail peut être dur, hein, ben, ça se passe beaucoup mieux que des entraînements où c'est la routine, où il y a une ambiance un petit peu de compétition, de faire partie dans les 14 ou dans les 16, où le coach ne s'intéresse pas forcément à lui, où il y a très peu de valorisation. Donc, tous ces éléments-là font que derrière, il y a une vie de groupe et une relation coach-joueur qui se passe pour le mieux. Et plus les années se sont passées, plus j'ai compris un petit peu le fonctionnement. Et puis, et les joueurs aussi commençaient à me connaître. Il y a aussi une certaine crédibilité qui est très importante au niveau des jeunes. Ça veut dire que un coach, même si tu peux avoir les meilleurs discours, les meilleurs entraînements, etc., il faut quand même à un moment donné un peu de crédibilité ballon. Ça veut dire que s'il faut faire une transversale, pied droit, pied gauche, certains jongles ou quelques démonstrations, ben, si tu n'es pas en mesure de faire ce qu'il faut, voilà. Et donc ben, très vite, les choses se mettent en place. Et moi, je me rappelle que plus les années passaient, plus j'ai vécu de belles saisons en tant qu'entraîneur. Et puis voilà, même si la dernière saison que j'ai faite, en fait, j'avais les 19 ans, la réserve, et j'avais aussi les seniors en réserve. Donc au SMUC, hein, j'ai pas parlé de mon club depuis le début, donc c'est le Stade Marseille Université Club. C'est une section football dans un club omnisport, l'un des plus grands de Marseille certainement. Et il y avait que 700 licenciés, donc c'est un peu l'usine. Et j'avais ces deux équipes, là, les U19 et les seniors, ce sont des réserves. Ça me convenait très bien. Et en fait, j'essayais d'appliquer un petit peu les mêmes méthodes avec les jeunes, donc avec les 19 ans et avec les seniors. Et je me suis rendu compte que c'était la première fois que j'entraînais des seniors. Voilà, j'avais certainement 25 ans. Et quand tu as 25 ans et que tu as des gens qui ont 30, 32, 34, et après il y en a des plus jeunes, bien sûr. Je manquais d'expérience à ce niveau-là et je sais qu'aujourd'hui, j'aborderai pas les choses de la même manière. Par Moi, exemple, je me suis dit qu'un footballeur, quand même, c'est un enfant. À partir du moment où il joue, il prend plaisir, etc., c'est un enfant. Sauf que les seniors, je me suis un petit peu trompé dans la gestion de joueurs, dans le management. tu aurais des anecdotes, des exemples à partager? Il y a prescription, je suppose? Wow, c'est surtout que ça remonte. Je sais que Ah, d'accord, ok. non, je sais que j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire. Mais ce qui était étrange, c'était que aussi bien chez les jeunes, on avait tout gagné, on gagnait tous nos matchs, on se régalait, on avait un très beau football. Et j'essayais d'apporter la même philosophie de jeu, la même mentalité de groupe. Et bien chez les seniors, ça ne prenait pas. Voilà, donc l'adulte est plus compliqué, se met plus de problématiques en tête. Il y a aussi le fait que des descentes chez les jeunes qui sont en première ou en réserve, ils ne gagnent pas d'argent. Et là, le fait de descendre en réserve en senior, il y avait de l'argent en jeu. Donc voilà, les descentes n'étaient pas forcément de la plus-value footballistiquement parlant. Ouais, je comprends. Et ce genre de gestion avec peut-être l'équipe première, avec peut-être la direction, la présidence, faire jouer un tel alors qu'il n'est pas forcément truc, mais bon, c'est un peu des obligations où on nous fait comprendre que il faut le faire jouer. Et tout ça, je n'avais pas en 19, on me laissait tranquille, et en senior, les choses sont différentes et on doit faire avec. On évolue. Maintenant, je sais que si un jour je suis amené à reprendre une équipe de seniors, les choses se passeront différemment. Déjà, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai d'autres expériences. Mais bon, après, ma philosophie restera la même quand même, c'est-à-dire que la cohésion de groupe et l'intelligence collective sera des éléments clés. Voilà, Je suis content que je suis content que tu en reparles, Romain. Quand tu parles d'intelligence collective, est-ce que tu pourrais étayer un petit peu?
Alors, l'intelligence Ou est-ce que collective, c'est un secret? Peut-être que c'est un secret. non, pas du tout, c'est pas un Non. secret si tu veux. Est-ce que Mais c'est une référence à Christian Gourcuff? non, pas du tout. Non? J'ai jamais eu le réflexe et je devrais, je suis bête à ce niveau-là, de m'inspirer de ces grands noms, ces grands entraîneurs. Non, ce sont des choses un petit peu innées. Si tu veux, pour moi, je leur explique un petit peu la logique du football. Et une fois qu'ils ont compris la logique du football, ben, j'instaure des éléments tactiques et je leur explique pourquoi ça fonctionne et que si collectivement on a tous la même réflexion, on a tous la même action ou réaction, on, on met de l'intelligence dans notre façon de jouer. Et, donc au début, c'est difficile, hein, c'est difficile de savoir, on a le ballon, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se place, etc. Quelles sont l'animation de jeu qu'on peut mettre en place, pourquoi, et en fait, toutes ces questions-là, ben, on se les pose. Et à force de se les poser, à force de peut-être de le répéter et d'intégrer une certaine philosophie de jeu, ben, les joueurs comprennent exactement ce qu'il y a à faire. Et si il n'y a qu'un joueur qui réfléchit, c'est pas la peine. Si on est 11 à réfléchir, l'entraîneur, il a même plus besoin d'être sur le banc et de crier, etc. Donc le but du jeu, c'est que les joueurs ils puissent jouer par eux-mêmes et à la mi-temps, éventuellement, on règle les choses. Mais c'est ça, en fait, l'intelligence collective. Il n'y a pas besoin d'avoir un métronome au bord du terrain qui est tout le temps en train de gueuler et qui doit corriger sans cesse. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'a pas bien expliqué ou que les joueurs n'ont pas compris et c'est un mauvais travail. C'est un petit peu ma philosophie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Bien sûr, tu peux aller plus en détail. Ouais, bien Mais sûr. C'est pas l'idée parce que j'aimerais justement qu'on aborde un peu le sujet principal. Je sais que le temps file à toute allure. Merci pour ta réponse. Tu es président d'une association. Il est préférable pour moi que ce soit toi qui la présente parce que bah, j'aimerais qu'on aborde justement un peu le projet que tu as réalisé notamment sur 2 années, que tu présenteras beaucoup mieux que moi, et je suppose. Mais il me semble important de peut-être, je pense, et tu me confirmeras ou tu me diras si je me trompe, de probablement présenter l'association dont tu fais partie en préambule. Oui, ben écoute, déjà l'association, elle s'appelle Football Mission. Pourquoi ce nom? Ben, tout simplement parce que ça fait référence un peu aux missionnaires qui allaient prêcher la religion, la bonne foi aux quatre coins du monde et qui revenaient une fois qu'ils avaient fait leur travail. Et ça peut être aussi une mission symbole travail, c'est-à-dire on va à un endroit, on fait une mission, on revient. Et donc, ben, le côté religieux, c'est un peu le football, c'est cette passion, c'est ce sport hyper populaire, universel, que tout le monde pratique ou que tout le monde aimerait pouvoir pratiquer. Et, euh, et puis c'est aussi un nom assez classique qui se comprend rapidement. En fait, on comprend directement le sens par le nom et peu importe la langue, l'anglais, l'espagnol, le français, on comprend de suite. Et le but du jeu, c'était de pouvoir porter un certain nombre de programmes solidaires avec le sport, avec le football. Et donc, tu parlais du programme J'irai entraîner chez vous. J'avais eu la chance pendant 1 an et demi d'être porté, soutenu par une association qui s'appelait Parnasse. Cette association, ben, entre-temps, elle s'est transformée et s'est orientée sur d'autres projets. Je me suis dit que J'irai entraîner chez vous et peut-être d'autres programmes qui pouvaient être créés devaient avoir une structure, une véritable ouais, une véritable association qui soit en capacité de porter ces projets-là et de les développer. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette association avec des amis qui du coup ben, contient 3 programmes différents. Un premier programme qui est J'irai entraîner chez vous, donc dans la continuité de ce qu'on va parler tout à l'heure. Oui. Donc qui est un programme itinérant où avec en tant que coach trotteur on parcourt le monde et on se fait intégrer dans des communautés
grâce au football et on propose, on met à disposition des entraînements sportivo-ludiques pour que les jeunes passent du bon temps pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent apprécier le moment présent, oublier les difficultés de la vie et en même temps peut-être créer des déclics, des ouvertures d'esprit, partager avec eux, échanger avec eux sur le sport et laisser du matériel. Donc ça, c'était le programme J'irai entraîner chez vous, mais on va plus le détailler tout à l'heure. Après, il y a un autre programme qui s'appelle le programme Baobab Afrique. Le programme Baobab Afrique, Baobab, c'est l'arbre à pas l'arbre. C'est l'arbre emblématique de certains pays africains, Sénégal, Madagascar, etc., et qui aussi fait référence normalement, par le biais des traditions, à l'arbre du centre du village. C'est là où on se réunit, c'est là où on se pose et on parle et on discute de la société, de tout ce qu'on peut raconter entre habitants. C'est là aussi où il y a les conteurs d'histoires qui comptent des histoires pour les enfants. Donc, en fait, c'est le centre du village. Et donc, je me suis inspiré du symbole du baobab pour appeler le programme. Et le but du jeu, c'est que par le biais du football, on puisse réunir, rassembler la population du village et le développer et développer des actions parallèles, tous azimuts, donc aussi bien éducatives, environnementales, sociales, sanitaires et autres. Mais pour pouvoir unir et faire en sorte que la communauté et les populations adhèrent à ce genre de projet, cet ensemble de projets structurants, et ben, du coup, le football est un très bon outil. Comme je parlais tout à l'heure pour mes jeunes, avant d'adhérer à un projet, c'est-à-dire de finir dans les 3 premiers, etc., ben, il fallait qu'on soit tous collègues, enfin, bien avec une bonne cohésion. Et après, derrière, on peut travailler. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. Donc, je me dis qu'il y a des besoins, notamment en Afrique, dans beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines. Il y a des régions du monde qui sont malheureusement précaires, isolées, et qui ont besoin de déclic, qui ont besoin d'un petit coup de main. Et donc, c'est un peu l'objectif de ce programme, c'est d'aller à la rencontre des gens ou des gens qu'on a déjà rencontrés peut-être par l'intermédiaire du programme J'irai entraîner chez vous. Et on sait que on peut les aider sur tel et tel niveau, et on sait surtout qu'on peut créer une dynamique positive dans le village par le biais du foot, et que le foot, c'est l'outil. C'est l'intermédiaire, c'est le vecteur, c'est même pas l'intermédiaire, si tu veux, c'est le lien. L'outil initiateur. Voilà, c'est ce qui permet de créer le lien. Et après, moi, c'est un peu suite aux expériences que j'ai vécues, j'ai compris qu'une fois que tu es intégré dans la communauté, une fois que tu as montré que tu étais là sans intérêt, totalement désintéressé, ben, tu vivais avec eux et on pouvait partager énormément de choses ensemble. Et ils étaient aussi, pour beaucoup, à l'écoute d'initiatives, de projets, de soutien si possible. Et malheureusement, ils n'ont pas forcément ces aides-là par les autorités locales. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose à faire du coup, là-dessus. ouais. Donc, tout ça, je peux me permettre de te couper là, justement. Moi j'ai envie d'attaquer Romain. Il faut savoir que je te l'ai dit hier, mais je le redis dans le cadre du podcast parce que je trouve que c'est assez drôle. Moi je découvre ton projet quand je vais le mentionner quand même. J'ai un collègue qui est au Canada, qui écoutera peut-être ce podcast, qui s'appelle Silver, et sur une certaine période on tombe sur J'irai dormir chez vous. Sur une période de 3 semaines à peu près, on regarde tous les épisodes. Et puis on est 2 passionnés de football, et puis on a envie de voyager, 2 passionnés de football et de voyage, et puis on se dit, oh ça serait bien, tiens, imagine on faisait un truc comme ça. On va chez les gens, puis on fait un entraînement de foot. Imagine, tac. Et puis je sais pas, sur Google, on tape, je crois, on cherche un nom, et puis sauf qu'on tombe sur ton nom. Et puis ça, je parle de ça il y a 1 an, quoi. Et je crois qu'on tape un nom très proche de ce que tu as marqué, J'irai entraîner chez vous. Et du coup, il y a un peu plus d'1 an, je tombe sur ton programme, que moi j'ai suivi assidûment sur ton aventure.
Et donc, bah, la première question, pour rentrer dans le vif du sujet, Romain, j'aimerais vraiment, j'ai beaucoup de questions à te poser sur cette aventure. Moi, j'en ai le sourire vraiment jusque bah, grand. Je suis privilégié, je me sens privilégié de pouvoir poser des questions. Et la première, c'est comment est venue l'idée, quoi? Comment ça commence, Romain? Et ouais, comment moi, ça me paraît complètement dingue. Donc, Oh, c'est pas forcément dingue. Tu sais, après, il y a des gens qui ont. En fait, il y a deux profils de personnes. Il y a les personnes qui osent et ils se disent, bah, écoute, il y a un truc que j'ai envie de faire. Comme toi, tu es aujourd'hui en Corée, voilà, tu es passé par le Canada, tu avais envie de bouger, etc. Tu as osé prendre ce risque-là et découvrir, aller à l'aventure. Et donc, tu as ce genre de personnes qui sont capables d'entreprendre, de réaliser des projets. Et tu as des personnes qui aimeraient, qui pourraient, mais qui le pas qu'il faut faire, ils n'osent pas. Et je voulais mais le surtout pas pas est être grand dans des cette. fois, hein. Non, mais le pas est très grand et Ouais, je mesure bien sûr ce que je dis. Hein. ouais. Mais je me suis dit, écoute, on n'a qu'une vie. J'ai déjà fait pas mal de pas entre Réunion, Nouvelle-Calédonie, Marseille, etc. Un pas de plus, un pas de moins, pour moi, ça va pas me faire grand-chose. Euh, je me suis dit, écoute, c'est une forme de rêve, ça fait partie un peu de mon éducation. Ça veut dire que quand on a côtoyé le monde du football pendant plusieurs années, que le voyage te manque, mais que tu as en même temps tellement voyagé pendant ta jeunesse, et j'en suis bien conscient et je remercie mes parents pour ça, eh ben, ça te donne envie de continuer un petit peu sur ces deux voies-là et d'en faire qu'une. Et voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir travaillé à Jeunesse et Sport, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à travailler là-dedans, à passer des concours, à trouver un emploi au conseil départemental ou autre? Mais par contre, si je vais dans cette voie-là, je n'aurais certainement plus l'opportunité de bouger. Et là, j'étais jeune, j'avais pas d'attache, j'avais pas de crédit, j'avais pas de truc. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on travaille sur ce projet-là. Je l'ai fait, j'ai pris la décision, mais j'ai travaillé assez, assez peu de temps finalement. J'aurais dû me consacrer davantage de temps pour faire les choses au mieux et récupérer éventuellement le plus de fonds possible. Je suis parti un petit peu à l'arrache pour te dire même, je suis parti avec seulement 3 000 euros. J'étais parti faire un tour du monde. Je me suis dit, bah, écoute, s'il faudra s'arrêter, on s'arrêtera. S'il faudra travailler, on travaillera. Et il y avait des partenariats qui étaient en cours, mais qui n'avaient pas eu le temps de s'effectuer. Mais je reviens juste un petit peu avant par rapport au pas que tu me disais qui pouvait être grand. Et je me rappelle qu'un jour, j'allais voir un match au Stade Vélodrome. Et puis J'adore j'étais les avec anecdotes, des. sache-le. Non, mais j'étais avec des amis et puis en fait, je parlais de mon projet, etc. Et il y en a un, il me regarde et il me fait ouais, il est bien ton projet, mais c'est un projet ou tu veux le réaliser, tu vois? Un petit peu la façon dont il me l'a dit, je me suis dit merde. C'est vrai, peut-être qu'il y en a beaucoup qui parlent de projet mais qui ne le réalisent pas. Et là, j'ai pris conscience, je me suis dit non, non, mais je le réalise. Et d'ailleurs, dès le lendemain, j'avais pris un billet d'avion 4 mois après, je me rappelle, et donc du coup, je me suis donné une deadline et il fallait préparer le mieux. Mais Et c'est comme peut-être c'est ça un le plus peu un difficile, hein. projet, C'est ben, parce que j'avais une là, t'avais date. plus le Je choix, là, savais, hein. Mais là, t'avais plus le choix, là. bah, si, on a toujours le choix. C'est un billet Bien sûr, d'avion. mais L'avion, on l'annule, on le rembourse, puis on perd les sous, c'est pas très grave. Mais je me suis dit, en prenant ce billet d'avion, ça me fera une deadline. Et ça me donne 3 mois exactement pour m'organiser. Et je me suis donné trois trois mois. Non, mois. mais Alors, j'ai essayé de faire au mieux. Hein. Maintenant, avec du recul, je me dis que c'était peut-être pas forcément les meilleures choses, les meilleures stratégies, la meilleure communication que j'aurais dû avoir. Mais c'est pas grave, on apprend mais de tu l'as fait. ses erreurs. Et je l'ai fait, j'en suis très fier de l'avoir fait. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont pu contribuer et m'aider à réaliser tout ce programme. Est-ce que Et c'est Romain, voilà, j'ai pas introduit parce que moi ça me tient à cœur que ce soit toi qui le fasses. J'ai les chiffres qui sont à côté de moi parce que je me suis permis, même malgré mon amateurisme, de prendre quelques notes. Est-ce que en une phrase ou deux, vraiment en une minute, tu ferais un petit bilan de justement de cette expérience-là avant qu'on rentre un peu plus dans les détails? wow.
Attends, les chiffres, toi, tu dois les connaître mieux que moi. Non, je sais que j'ai fait. Moi, je suis juste allé sur son J'ai site internet hein, juste avant qu'on s'appelle. ah, ouais, j'ai fait 10, 11 destinations, on va dire plutôt 10 destinations dans 5 continents différents où du coup, j'ai parcouru des milliers de kilomètres. Alors, c'était marrant parce que on pourrait croire que c'est des kilomètres en avion, mais pas que. Ça pouvait être en train, en voiture, Ah, en pirogue. j'ai vu les vidéos. Ouais, ouais, pirogue, etc. Ouais. Ouais, la pirogue, je m'en souviens bien parce que c'était 13 heures, c'était en Guyane. Il fallait remonter le fleuve Maroni. Et je vais à l'office du tourisme, je fais, voilà, j'aimerais bien aller en pirogue dans ce village. C'était le village de Papaïstan qui fait partie de la commune de Maripasoula, si je dis pas de bêtises, ou peut-être je dis une bêtise, je sais plus. Et c'est juste avant Lipo-Lipo. Peut-être que Lipo-Lipo, vous connaissez ce village, c'est un Indien dans la ville. Vous avez peut-être vu le film avec Thierry Lhermitte. Sérieux? Voilà. Et donc, c'est les communautés amérindiennes d'Amazonie. Et donc, moi, je voulais arriver juste avant et peut-être même aller plus loin. Et je demande à l'office du tourisme combien de temps ça prend. Et pour aller en pirogue, visiblement, ils ne sont jamais allés parce qu'ils m'ont dit 6 heures. Alors, je me dis, bon, ok, 6 heures, c'est bon, je prends la pirogue. Et ça fait une semaine que j'ai essayé de. Enfin, il y a une autre histoire aussi à côté de ça, mais en fait, j'arrivais jamais à voir le piroguier qui remontait jusqu'à Papaïston. Il Et était jamais un jour, revenu. ouais, un jour, il y a un piroguier qui me dit, c'est bon, à telle heure, à 5 heures du matin, tu viens me voir, on y va. Et j'appelle le soir, il n'y a personne, etc., qui me répond. Je suis putain, bon, il m'a fait un faux plan, c'est pas grave, je vais quand même aller à la digue, je vais voir si à 5 heures du matin, il y a quelqu'un. J'arrive à 5 heures, il n'y a personne, mais il y a une pirogue qui va de l'autre côté de la rive et qui est au Suriname. Et au Suriname, on me dit, oui, c'est bon, on part justement dans 1 heure, si tu veux, tu peux monter dans la pirogue. Donc, nickel. Mais moi, je m'attendais à faire 6 heures de pirogue. En fait, au bout de 6 heures, je regarde un petit peu sur Google Maps, je me dis, merde, on n'a rien avancé. Et, au total, ça m'a pris 13 heures de pirogue. Et 13 heures de pirogue, remonter le fleuve, à recevoir 40 degrés de soleil en plein sur la tête, ou d'avoir une mini dépression tropicale juste derrière, etc., pendant 13 heures sur un petit banc qui fait 5 cm, moi je peux vous dire qu'on s'en souvient. Il n'y a pas eu beaucoup de kilomètres en soi, mais donc voilà, C'est fou, c'est fou. Mais, l'aventure, c'était ça, c'était de parcourir le monde et mais d'aller entre dans les autres, coins vraiment, moi ça me et tient à cœur, Romain, excuse-moi, mais entre autres, et tu clôtureras, et je sais que bah, de toute façon c'est toi qui as vécu l'expérience, donc tu le sais mieux que moi, mais il me tient à cœur qu'entre autres, il y a quand même le Pérou, le Sénégal, le Brésil, la Bolivie, la Guyane que tu viens de mentionner, Nouvelle-Calédonie, le Maroc. Il y en a d'autres et tu peux compléter, mais voilà, tu as été entraîné dans ces différents pays-là notamment. c'est dans ces pays-là, oui, mais ce qui est intéressant de dire, voilà, c'est qu'en Guyane, je suis allé dans des villages au fin fond du fleuve Maroni, dans les communautés amérindiennes ou Pushingue. Et ça, c'était assez extraordinaire d'aller en pirogue. Au Brésil, derrière, c'était aussi bien dans les favelas de Rio que dans une communauté guarani au fin fond d'Amazonie, en région Iguaçu. En Bolivie, c'était sur les mines d'argent de cette fameuse montagne mine qui s'appelle Cerro Rico, donc à 4600 mètres d'altitude avec des gamins qui travaillent dans les mines. Et pendant un jour ou deux, on s'est dit, bah, allez, on arrête de travailler, je vous paye et on va faire du football. Pardon, t'as dit Euh, quoi? de quoi, la Bolivie? T'as dit quoi? La Bolivie Je vous paye? en, Non, 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 en gros, c'était pas je vous paye, si tu veux, c'est je vous permets de jouer au football, on Ah fait en d'accord, sorte de ne pas ok, ok. travailler aujourd'hui. Ok. Mais si j'avais pu, il y avait des gamins. Et ça, ce sont des histoires encore que aujourd'hui, on pense que les gamins ne travaillent pas, mais voilà, il y a des gamins qui travaillent dans les mines. Et leurs parents, ils travaillent aussi, et à 30-35 ans, ils décèdent de maladies pulmonaires, et ces gamins se retrouvent orphelins. Donc voilà un petit peu l'histoire, et c'est à 4600 mètres d'altitude. Du coup, j'ai récupéré le maximum de gamins possible, et on a fait du football en Bolivie, donc sur cette mine-là notamment. Au Pérou, c'est au fin fond de la cordillère des Andes, c'est dans des communautés quechua.
En Nouvelle-Calédonie, c'est dans les tribus Kanak dans plusieurs régions de l'île. Au Vanuatu, c'était aussi bien dans un village au cœur de la jungle, mais aussi dans une petite communauté totalement autochtone, où si vous regardez les images, vous allez voir qu'il y a des jeunes qui ont plus du mal à... En fait, ils sont tout nus. Et quand tu leur mets un chasuble, ils savent pas l'utilité, comment le mettre, etc. Donc ça, rien que cette image-là, elle est déjà très amusante. Et tu les vois après jouer au football, c'est extraordinaire. Voilà. À un moment donné, il y a un cochon qui passe au milieu du terrain alors que tu joues. Et ça, ce sont des aventures qui sont totalement extraordinaires. Au Maroc, c'est au plein cœur de l'Atlas, ou au fin fond du désert, auprès des communautés nomades. Au Sénégal, au Sénégal, j'ai fait pas mal de choses, mais c'est surtout dans la région de Ziguinchor où je me suis plus régalé, notamment au village de Sadio Mané, son village d'origine. Et donc, j'étais un peu curieux de voir d'où il venait et qu'est-ce que je pouvais mettre en place. Et malgré le fait qu'ils sont fanats de foot et qu'il y a Sadio Mané qui est origine de leur village, ils étaient plus qu'heureux et ils ont extrêmement apprécié ma venue et puis tout ce qu'on a pu faire ensemble. Donc tous ces événements-là, tous ces lieux, toutes ces rencontres, et encore, j'ai pas dit tout ce que j'avais fait en Indonésie aussi, ou en Australie, auprès des communautés aborigènes. Et en fait, toutes ces rencontres, elles étaient tellement extraordinaires, c'est parce qu'elles étaient tellement diversifiées aussi, c'était des cultures totalement différentes, c'était des langues tout simplement totalement différentes, hein, et on ne parlait pas que français, anglais et espagnol, hein, c'est-à-dire que en Indonésie, tu parles l'indonésien ou le dialecte local, pareil pour le Vanuatu, pareil pour le portugais, je ne le parlais pas du tout. Donc, il fallait aussi s'adapter, il fallait être en mesure d'être le plus respectueux possible et en même temps d'arriver à intégrer ce que je voulais faire, donc cette opération de foot ludique et faire en sorte que la population et les jeunes du village passent le meilleur moment possible. Et si ça pouvait être reconduit au lendemain ou tout au long de la semaine, je le faisais. En fait, je m'adaptais en fonction des conditions, en fonction de pas mal d'éléments. Donc finalement, Romain, tu pars Oui. avec 3 000 euros, comme tu l'as dit, tu te réserves un billet le lendemain de cette discussion avec cet ami pour dans 3 mois. Oui. Voilà, brièvement, comment tu organises ces 3 mois et comment tu choisis tes destinations et comment tu choisis les villages dans ces destinations? Alors, les 3 premiers mois, tu parles, hein. Bah, avant de partir, tu me dis que tu t'es donné 3 mois pour te préparer Oui. et durant Donc ouais. là, tu parles des 3 premiers mois de préparation. Oui, Ouais. Écoute, il y avait des destinations que je voulais faire plus que d'autres. Donc, c'était à titre personnel. d'accord, Il y avait très bien. des destinations où j'avais des points de chute. Et je me suis rendu compte que il fallait parfois privilégier cela parce que alors j'étais parti avec 3 000 euros, mais j'avais par contre un très beau partenariat avec Kipstad et Decathlon, donc sur toutes les marques de Sportco, et eux, ils me fournissaient tout le matériel que j'avais besoin. Grâce à un contact ou ta Non, démarche? pas du tout. Pas du tout, c'est une démarche qui a été surprenante parce qu'un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un des responsables du Sportco football à Kipstad et qui me dit, écoute, ça répond à notre philosophie, le sport populaire, etc. Et puis si on peut t'aider dans ta démarche, on le ferait avec plaisir. Ils auraient voulu faire une campagne de com dessus, mais c'était au moment où ils ont renouvelé tous les employés dans la communication. Donc, ils n'en ont pas trop parlé. Mais en tout cas, ouais, ils étaient à fond pour me soutenir et ils ont bien apprécié cela. Maintenant, après, au niveau de la fondation Decathlon, ils auraient pu me soutenir, mais les fondations, en général, ils préfèrent les opérations structurantes avec une certaine temporalité sur place. Et moi, c'était tellement itinérant et ponctuel que du coup, ils n'ont pas répondu à me soutenir. Mais par contre, voilà, donc j'avais ce partenariat auprès de Decathlon et qui me permettait de me livrer dès que j'avais un point de chute dans un pays. Et donc, j'ai récupéré toutes les adresses dans tous les endroits où j'allais aller, où ils pouvaient me livrer un colis. Alors, ça aussi, c'était folklorique parce que les douanes, en fonction de certains pays,
c'est assez compliqué. Mais au final, j'ai toujours pu avoir ce que je voulais. En même temps, Decathlon, dès que j'avais la possibilité de compléter ce matériel et donc d'acheter sur place au Maroc, au Brésil, en Nouvelle-Calédonie, ben, j'achetais du matériel en plus. Ça me permettait d'en laisser davantage après lors de mes rencontres. Et donc, ouais, je suis parti. Enfin, les pays, même à la base, je devais faire le Népal, je devais faire d'autres pays, je devais faire l'Éthiopie, mais en fonction du budget que j'avais surtout et ouais, certaines mesures, des visas et autres. Du coup, Bien sûr, je comprends. je le modifiais au fur et à mesure. Mais Alors, du coup, Romain, comme on ne pourra ouais, pas aborder toutes les destinations, c'est ouais, impossible. vas-y, vas-y, il n'y a euh, aucun problème. et si, bah, moi, je préfère que ça vienne de toi, évidemment. Si on devait parler de 2 ou 3 destinations, celles peut-être où il y a je sais pas, les meilleures anecdotes ou les meilleurs souvenirs, ou que celles que tu souhaiterais mettre en avant, lesquelles on pourra aborder là dans les 10 prochaines minutes avec toi. Wow. Ah ouais, on m'a toujours posé cette question de choisir une ou deux destinations. Bah, je t'avoue Euh, que moi, si j'avais le temps, je préférerais te parler de tous. De toutes, non, mais pardon. non, Mais y a aucun souci. À la limite, toi parle-moi, enfin, dis-moi trois destinations, parce que toutes pour moi, elles sont au même niveau. Même si je mets un petit plus sur le Vanuatu, à l'archipel du Vanuatu, mais après, toutes les expériences, que ce soit au Maroc, au Brésil, en Nouvelle-Calédonie, en Australie ou n'importe où, c'était assez extraordinaire. bah, Et vas-y, moi j'ai 2 destinations en tête à la rigueur que je voudrais te parler que je ouais. vas-y, vas-y. Mais vas-y, pourquoi le Vanuatu, pardon. Ah, Vanuatu, ben, déjà je connaissais le Vanuatu. J'avais eu la chance d'y aller une ou deux fois avant que j'y retourne dans le cadre de J'ai rentré chez Et, et en fait, ben, déjà le Vanuatu, ce qu'il y a de bien, c'est que ils sont fous de foot. Hein. Ils sont fous de foot, ils sont Tu extrêmement gentils resituerais? de par nature. Pour moi, excuse-moi, est-ce que tu pourrais situer Ouais. Vanuatu sur la carte? Alors, le Vanuatu, c'est, si vous voyez l'Australie, à l'est de l'Australie, D'accord. il y a la Nouvelle-Calédonie, Oui, l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, et au-dessus, il y a le Vanuatu. parfait. Je te Le remercie, Vanuatu, Romain. c'est un archipel d'îles mélanésiens qui est connu parce il est sur une plaque tectonique et il présente énormément de volcans, toujours en activité. Et, et c'était une destination que je voulais aller parce qu'en 2017, il me semble, ils avaient connu presque 4 cyclones d'affilée. Et déjà que ce sont des populations précaires qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc je me suis dit, allez, il y a peut-être quelque chose à faire, essayer de leur donner un peu d'espoir, un peu de joie de vivre, notamment grâce au football, même si sans prétention aucune, hein, mon impact est quand même très limité, je le conçois. Mais je me suis dit que voilà, c'était une étape qu'il fallait faire et c'était assez extraordinaire parce que donc du coup on va d'île en île et donc à un moment donné je suis dans une jungle, au fin fond d'une jungle, je suis le premier homme blanc, comme il disait, à aller sur l'île, à aller dans ce village pour dormir. Et donc c'était ouais, c'était une forme de reconnaissance et d'intégration assez forte quand même. Et c'était beau de voir tant de petits gamins qui jouaient plutôt avec des noix de coco ou avec autre chose qu'un ballon de foot. Et quand tu leur dis que tu leur laisses le matériel, etc., ils étaient aux anges, ils étaient extrêmement heureux. Pour eux, c'était un Noël avant l'heure. Et donc, déjà, le fait de dormir dans cette jungle, auprès de cette communauté qui t'accueille, qui te fait découvrir toutes les coutumes, les traditions, avec la boisson locale un peu anesthésiante qui s'appelle le cava, voilà, à titre de bienvenue, qui te font des repas de folie, de fougères, avec tout ce qu'ils trouvent, tout ce qu'ils consomment habituellement, en fait, vivre très localement. Ça, c'était extraordinaire. Et en fait, si tu veux, c'était une forme de partage. Moi, j'apportais ce moment de paix positif et plein de joie, avec en plus le matériel. Et puis derrière, ils m'accueillaient avec le plus grand plaisir. Et sur une autre île où il y avait justement un volcan en activité que je suis allé voir, derrière,
Je vais dans une des tribus qui fait partie des tribus les plus autochtones de la planète, où ils vivent encore tout nus avec des étus péniens pour les hommes, etc. Et, et pareil, en fait, il faut y être pour le croire, pour le voir. Et puis, je sais pas, je crois que j'avais pas fait de film là-dessus, j'ai fait seulement des photos. Donc, mais et je disais, en fait, on est sur une petite place, il y a 4 banians millénaires à côté qui entourent la place. Et il y a des enfants qui étaient à la rivière, qui reviennent, découvrent un petit peu le ballon pour la première fois pour certains. Et en fait, on s'aperçoit que même si je parlais pas du tout la langue, j'avais la chance d'avoir une personne qui parlait, pas le dialecte local, mais le pishlama, et j'essayais de se faire comprendre. J'ai réussi à faire des entraînements de foot avec ces gens-là, et puis ils étaient les plus heureux du monde. Voilà, donc en fait, toutes ces choses-là, euh, personnellement, intérieurement, m'ont extrêmement enrichi, mais c'est surtout des aventures que je n'oublierai jamais et que j'aurais aimé faire, enfin, le partager davantage et être plus au point sur l'aspect médiatique pour échanger sur toutes ces images-là, sur toutes ces histoires et anecdotes. Mais peut-être que ça se fera un autre jour. Voilà, c'est comme une autre fois, je te donne une autre anecdote, mais pas forcément Vanuatu, c'était chez les indigènes Guarani où en fait, je prends un Uber à Iguassou et j'avais vu qu'il y avait à un moment donné sur la carte Google Maps qui avait marqué école Guarani. Bon, je me suis dit, école Guarani, il doit y avoir des Guarani pas très loin, enfin, de la population Guarani, et pourquoi pas. Et donc je prends un Uber et je lui dis amenez-moi. Et super, le Uber il était content au début parce qu'il voit de la course. Tu es où là à ce moment-là? Là, je suis au Brésil, dans la région d'Iguaçu, où D'accord. il y a les chutes. Et donc, le Uber, il commence à m'amener. Et ce qui est marrant, c'est qu'on commence sur une autoroute, après on arrive sur une voie de double sens, et puis plus on continuait, plus on était sur des petits chemins en terre. Et à un moment donné, presque il fallait un 4x4 et tout pour accéder. Moi, il me faisait, vous êtes sûr que vous voulez aller là? Je me fais, oui, je suis persuadé, etc. Je m'arrête. On est totalement perdu, hein. Ça faisait 2 heures qu'on roulait, mais en fin fond de la forêt. Et je m'arrête, je vois un petit gamin avec un ballon de foot. Je lui fais écouter, laissez-moi là. Et j'ai fait, attendez-moi 2 heures. Je vous paierai le double si vous voulez, mais laissez-moi là. Et le gars du Uber, il ne voulait pas m'attendre. Et il est reparti. Je fais, bon, il est bête, il a perdu la course retour. Pourquoi pas, il est reparti, mais sauf que moi, du coup, j'étais embêté, c'était un vendredi soir. Je ne savais pas comment rentrer. Je me suis dit, c'est pas grave, on va s'adapter. Et je rencontre ce gamin. Ce gamin, il voit que j'ai des ballons avec moi, etc. Donc, tu le vois sourire naturellement. Et puis, il me dit, oui, viens, on a un petit terrain de football. Je vais au petit terrain de football. Et visiblement, il préparait un match du championnat inter-Guarani. Donc, putain, je tombe vraiment bien. Et en fait, c'était l'équipe de la Seleção contre la Juventus. Et je dis ça parce que ce qui est marrant, c'est qu'ils sont totalement en dehors de toutes les organisations qu'on peut trouver sur un plan footballistique dans la région d'Iguaçu. C'est vraiment un championnat en interne. Ça veut dire qu'ils jouent au football. Ce sont des grands passionnés de football. Il y a presque 80% de la population qui joue au football là-bas. C'est un village de 500 habitants. Ils ont presque 10 équipes masculines et 8 équipes de femmes. Donc, même des femmes jouent au football chez les Guarani. Et donc, je tombe sur ce match Juventus-Seleção. Et puis, on voit que je joue un peu avec les petits, que j'essaie de créer du lien, etc. Et puis, je me suis retrouvé à parler avec l'entraîneur qui était le chef du village Guarani. Et je lui ai expliqué un petit peu ma venue, ça tombait bien. Tu lui expliques en portugais? En espagnol, c'est ce que j'allais dire. Ce sont des populations semi-nomades et qui venaient du Paraguay. Donc, on est à la frontière du Paraguay d'ailleurs. Et j'avais la possibilité de pouvoir m'exprimer en espagnol. Heureusement, sinon ça aurait été encore plus compliqué. Et ce gars-là, il me dit, écoute, super, si tu veux, nous, on a une petite école là-bas, on peut rassembler les gamins, etc. Mais là, on est vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas école. Et il faudra attendre lundi. Mais je lui fais, ouais, mais d'accord, mais... je dors où, moi? Et je lui fais, comment je fais pour rentrer à Iguaçu et revenir lundi? Il me fait, Iguaçu, tu pourras pas, parce que le seul bus du village qui est à 20 km, donc 20 km de piste,
il partira que lundi. Là, c'est vendredi soir, c'est trop tard. Mais si tu veux, je t'héberge chez moi. Je fais, oh putain, bon, allez, pourquoi pas? Non, mais il n'y a pas de Pourquoi pas? crainte, Donc, quoi. Il n'y a pas de... Le mec, il fonce, quoi. ouais, non, mais bah, en même temps, le gars, il s'est proposé tellement gentiment, etc. Et puis, ça avait l'air tellement gentil. Je me dis, bon, ben, ça peut être une belle aventure à vivre, tu vois. Et, mais je savais pas qu'encore c'était le chef du village. Et il me dit le soir, écoute Romain, comme tu es le premier étranger à rester sur place, on doit faire une forme de coutume, on doit te présenter à la communauté. Aïe, aïe, J'ai aïe, fait aïe. ok, ok, non, pas de problème. Donc Non, mais du coup, excellent. C'est pour moi là, t'es en train de me faire voyager, Romain. C'est pour ça que je dis ça. c'était C'est incroyable. c'était un peu en mode koh tu sais quand ils vont faire le Non, mais à la fin là. là, je suis dans koh Hein. là. S'il Non y a que moi, là, mais ça, je veux te dire un truc, c'est un peu comme koh tu sais, où ils viennent avec tous leurs flambeaux là, à la fin et qui font le rassemblement, oui, comment on appelle ça oui, déjà? oui, oui. Merde, moi je regarde pas tant koh que ça, mais si tu veux, ça faisait ça, donc il y avait plein de flambeaux, etc. Et à un moment donné, on rentre dans la case et tu vois, il y a tout le village qui est assis autour de la case. Et, et donc, ben, enfin, on me présente et puis je dois aussi me présenter, ce pourquoi je suis ici, etc. Et ce que je compte faire. Et donc, visiblement, j'ai été adopté et intégré dans le village parce que tout le monde a apprécié ce que j'ai dit et m'a Et, donné la bienvenue. bah, Ils m'ont donné la bienvenue. dis-moi, qu'est-ce que t'as dit? Oh, bah, j'ai expliqué en gros le programme, que j'étais dans tel et tel pays avant, qu'aujourd'hui je suis chez vous, je suis très honoré, D'accord, etc. Puis ok. je suis sûr que vous êtes passionné de football et qu'on va pouvoir passer un bon moment. J'ai fait un petit speech comme ça. Et ce qui était marrant, en fait, c'était le contexte. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai été dans cette case, moi, j'étais, on va dire, l'ouverture. Mais il y avait une soirée un peu traditionnelle derrière. Et puis, il y avait même une soirée un peu euh, où il devait soigner une femme qui était malade, mais de façon ancestrale et traditionnelle, donc avec la fumée du calumet, avec des chants assez spéciaux amérindiens, etc. Donc, et en fait, quand tu vis toute cette aventure où tu te partages le calumet de la paix, où tu bois une boisson que je sais même pas ce que j'ai bu, j'ai eu du mal d'ailleurs à l'avaler, ça me faisait penser à un moment donné à Peter Pan, tu sais, où il y avait des indigènes, parce qu'il y en avait qui avaient des plumes et tout dans les cheveux. Et ça me faisait totalement Oui, oui, penser à oui, Peter oui, c'est Pan, bon, où il se ouais, les partage le petits là, calumet de je la vois, paix, ouais. etc. Et là, je me dis, putain, mais dans quel moment je me trouve? Et pendant toute la soirée, j'avais les frissons parce que c'est tellement déconnecté de tout ce que j'ai pu vivre, de tout ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent, que je me sentais presque privilégié de vivre ce genre de moment qui est totalement atypique. Et donc voilà, ben, toute la soirée avec des chants traditionnels, même avec une partie à un moment donné, il fallait danser, alors tu danses autour d'un feu, c'est voilà. Et tout ça, on peut le croire que quand on le vit, ou alors si jamais ça avait pu être filmé. Bon, ce jour-là, j'avais la GoPro qui avait plus de batterie, c'est pas grave. Ce sont des réalités de terrain et on apprend. Ça veut dire qu'après derrière, j'avais acheté d'autres batteries supplémentaires. Mais Mais moi, je t'avoue que tu me racontes ça avec énormément de détails et merci beaucoup. Mais moi, j'ai l'impression que c'est irréaliste. J'essaye de me mettre dans. J'essaye, franchement, tu mets des détails, j'essaye, mais au-delà du mais fait Thomas, que je suis intimement convaincu que bah déjà, j'ai très envie de faire la même chose et qu'en fait, ouais, que la seule façon de le comprendre vraiment, et je vois pas d'autres moments, d'autres alternatives que de le vivre. ouais, Ouais. mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que ce qui m'a permis de vivre cette aventure, c'est que je suis venu avec la casquette très respectueuse, hein, Ouais. du footballeur ou de l'entraîneur footballeur. Et c'est le football qui m'a permis de faire ces rencontres, de vivre ce genre d'aventure. Si j'étais venu comme ça, en format touriste, mais jamais de la vie, ça aurait marché. Voilà. Et c'est là où on en revient un petit peu au programme Baobab, c'est qu'avec le football, Au principe c'est désintéressé aussi, l'élément, hein. le lien qui te permet de faire tellement d'autres choses.
Ouais, et on s'en rend pas compte du pouvoir du football. Alors, bien sûr, tout le monde dit que c'est le sport le plus populaire, euh, c'est le sport universel, c'est un langage universel, mais le dire et le vivre, c'est différent. Et c'est pour ça aussi que du coup, je me suis dit, il faut créer cette association, il faut continuer dans cette lancée, dans cette démarche, faire passer des messages dans le mieux possible avec ce qu'on peut appeler une ligne éditoriale grand public. Et une fois que tout ça sera mis en place, ben, je serai heureux de pouvoir partager ces expériences. Et puis, si jamais il y en a comme toi ou comme d'autres qui ont... Alors, il ne faut pas y aller pour dire j'ai vécu ce truc-là, mais il y a un besoin, il y a un partage, il y a, il y a quelque chose à faire. Donc, si d'autres personnes à un moment donné se disent, bon, ben, écoute, j'ai bien apprécié l'initiative, je vais essayer de la mettre en place, ou j'aimerais bien pouvoir apporter un soutien dans un village, apporter du matériel que je collecte dans le club en amont, etc. Ben oui, oui, voilà, parce que peu cher, il y a des endroits sur la planète où Pusher, c'est oui, oui, oui. peu cher, c'est le côté marseillais. Non, Ouais, bah oui, oui, je l'attrape tout de suite au volet, c'est pour ça. ouais, ouais, non, mais il y a des endroits sur la planète où l'accès à un ballon, ben, ou à un terrain, ou à un éducateur diplômé, formé en France, etc., c'est totalement, enfin, c'est quasiment impossible. Et donc, quand tu arrives et que tu viens en toute modestie et que en fait, si tu veux, ils ont une considération de ce que tu es en train de faire avec un véritable impact sur le mouvement, tu vois, ça crée des déclics, ça crée des liens, ça crée beaucoup de choses. Je me rappelle en Indonésie. En Indonésie, c'est simple, je suis allé dans une île un peu perdue vers Flores, dans un petit village, et j'avais pas pu avoir de ballon de décathlon parce que c'était bon, enfin bref, on me l'avait livré, mais c'était une étape qui était prévue après. Donc du coup, j'ai dû acheter des ballons sur place. Mais le ballon sur place, il coûtait 17 euros pièce. Et en plus, non, mais c'était un ballon qui était pourri. Putain, Tu mais vois, c'est... 17 euros pièce, un ballon pourri. Plus pourri que des ballons 4 euros de chez Decathlon, pour te dire. Et, Et attends, mais mais attends, là, 17 euros pièce. Et quand Romain, tu vois le revenu d'un gamin, oui, ouais, j'allais me permettre de dire, je sais pas comment le dire, et je veux pas vraiment que ça soit mal perçu, mais déjà, il coûte 17 euros, et est-ce qu'il est produit localement? Est-ce que... tu vois ce que je veux dire? il est produit certainement en Chine par des enfants ou des Bah, femmes. c'est ça qui me... C'est dingue, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Mm. mais voilà, si tu veux, c'est totalement incohérent d'avoir ce genre de ballon à une fortune, donc très difficile d'accès, personne ne peut l'acheter. À la limite, c'est le budget, les écoles doivent se permettre, mais sur un budget, allez, ils en achètent deux ou trois dans l'année. Mais c'est inconcevable qu'un jeune ou dans le village il puisse s'acheter des ballons et jouer. Et là, ben, je me dis, bon, allez, je les achète. On achète 10 et je leur remets à ce village. Tu t'imagines les yeux qu'ils m'ont fait. Mais quand tu vois le salaire qu'ils peuvent avoir, les revenus qu'ils peuvent avoir, ces gens-là, dans leur village, ils vont gagner entre 50 et 150 euros par mois pour les mieux payés. Mais comment tu veux t'attribuer un budget pour t'acheter des ballons tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Mm. Et, donc, voilà, s'il y a des gens, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, s'il y a des gens qui sont ouverts à ce genre de, pas de défi, mais à ce genre de solidarité, mais qu'ils le fassent parce il y a des besoins. Et puis, en général, si c'est bien fait, s'il y a ce côté très important qui est le respect des populations, des gens et autrement, voilà, faut prendre en compte ce paramètre-là. Et ben, du coup, oui, on est apprécié, c'est quelque chose qu'il faut développer davantage. Ou alors, il y a l'association que je développe qui va prendre forme très prochainement, qui va être communiquée au grand public et qui pourra justement soutenir un certain nombre de villages, de projets dans ces villages-là et la collecte de matériel et autres, ou même des compétences d'entraîneurs ou des personnes motivées et prêtes à partir à l'aventure. Ben ça sera envisageable, je pense, assez prochainement. Pas maintenant parce que le côté international est totalement bloqué suite au coronavirus, mais très prochainement, il y a pas mal de choses à faire. Bah, une des dernières questions, est-ce que tu voulais justement continuer sur cet aspect un peu bénévole? Parce qu'une de mes questions, justement, tu l'as
abordé selon mon interprétation 2 fois, notamment cette fois-là où je me permets de te couper, où je me suis permis. Est-ce que tu voulais faire justement un petit, tu sais, un petit focus un peu comment devenir partenaire ou comment devenir bénévole, qui je sais sont 2 entités différentes, mais tu sais, je sais pas si tu voulais faire un, Ah, auprès de l'association? ouais, Hem, Mais écoute, c'est une association qui est encore en phase de construction et je pense que je serai amené davantage à communiquer là-dessus, prochainement. Maintenant, c'est sûr que si jamais, il y a des personnes qui écoutent, ce podcast et qui, seraient intéressées, de participer à l'association, je les invite à me contacter et puis on sera en mesure d'en discuter plus longuement, voilà. Mais, je préfère communiquer un temps plus tard. Dans tous les cas, il y a quand même un site, hein, internet qui s'appelle football-mission.com où les gens peuvent, se rendre et ils verront un petit peu ce qui se prépare et ce qu'il sera possible de faire et comment ils pourront éventuellement contribuer. ouais, il est possible qu'à un moment donné tu reçoives un mail de ma part, hein. Mais avec grand plaisir, Thomas. Ouais. Je parlais de l'intelligence collective et je me dis que plus il y a de personnes, plus il y a d'intelligence et plus on peut faire de belles choses. Donc Tu prêches un voilà, converti. il va. Hein? Tu prêches un converti. Ah ben voilà. Et oui, oui, bien sûr. Donc, oui, il y aura pas mal de choses à faire prochainement. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'être soutenu par les acteurs principaux Bien sûr. qui sont notamment les footballeurs professionnels aujourd'hui, qui ont certes fait énormément de sacrifices pour en arriver là, et c'est tout à leur mérite, mais ils ont la chance aussi de faire un métier qui est Exposé. très réputeur, très exposé aux médias, Ouais, etc. Donc ils sont payés en fonction du marché, en fonction de bien sûr. l'économie Ouais. qui s'installe autour du football. Mais je pense qu'à un moment donné, ils peuvent avoir une participation un peu plus active et Oui. certains le font déjà et le font et je les remercie et tout. Enfin, c'est très honorable. Mais je pense que ça pourrait être un peu plus généralisé et que certains joueurs pourraient participer davantage à ce genre d'aventure ou de projets sociétaux à mettre en place par le biais notamment du football. Et donc voilà, mais il y aura certainement très prochainement des appels qui leur seront faits par l'association. Il y a ITV qui a pas mal d'organismes aussi comme SOS Football Amateur ou d'autres associations du genre qui sont dans cette démarche-là. Aujourd'hui, on a besoin d'un monde où tout le monde participe, plus solidaire et réduire les inégalités. Les inégalités qu'on peut voir en France déjà, mais au niveau de la planète, on ne s'imagine même pas l'écart. En fait, on est totalement sur des mondes différents et si on peut apporter, équilibrer cela à notre échelle, ben déjà, enfin, tant qu'on peut, ben déjà, ça sera déjà super. Du coup, ça, j'en viens quasiment à mes 2 dernières questions qui vont pas être celles habituelles parce que l'aventure est un peu différente cette fois-ci. La Oui. première, c'est que je me suis permis de reprendre tes mots. Donc, c'est un peu du copier-coller enfin, c'est des mots que j'ai un peu volés que j'ai, comment dire, que je vais tirer de ton site internet où tu mentionnes le fait que dans ta démarche, rien n'est vraiment décidé à l'avance et que c'est un peu en fonction, lorsque tu arrives sur place, lorsque tu prends en considération du contexte, du nombre de joueurs, j'imagine, et de l'espace qui t'est alloué. Et tu mentionnes le fait que l'échange risque d'être probablement plus riche et plus naturel. Et moi, j'aimerais, en gros, la question, c'est qu'est-ce qui, c'est un peu la démarche que j'essaye d'avoir bah, dans ma vie, mais notamment via le podcast aussi. Tu sais, qu'est-ce qui t'amène à avoir cette réflexion et comment, tu sais, comment cela, tu sais, s'il y avait je sais pas si tu pouvais l'exposer notamment par une anecdote de cette aventure-là qui pourrait, je sais pas. Alors peut-être que j'ai pas totalement compris ta question. Euh, Ça veut dire que le fait d'être spontané et de s'adapter au contexte, aux conditions, permettent d'avoir des rapports plus naturels avec les jeunes ou avec. Est-ce que c'est ça ou pas? Bah, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui t'est amené à avoir cette réflexion
Est-ce que c'est un bilan ou est-ce que tu es parti avec cette réflexion? Et du coup, tu sais, comment ça se matérialise en vrai? Le fait que finalement, bah, tu ne préparais rien, tu sais, ça paraît fou quand même. Tu arrivais dans un Ah, village, tu ne savais pas combien d'enfants tu avais, tu ne savais pas l'espace que tu avais, est-ce qu'il y avait des buts, est-ce qu'il y avait un terrain, est-ce que, tu sais, je dis des bêtises hein, probablement dans ce que je dis. Mais finalement, pourquoi tu avais cette démarche et puis qu'est-ce qui se passait? bah écoute, par exemple, si tu veux une anecdote, je j'étais à Ziguinchor et je savais que j'allais aller à Bambali, donc On un est où autre là? village. On est où? Excuse-moi, pardon. Ziguinchor, c'est au Sénégal, c'est dans la région de D'accord, Casamance, ok, donc au sud du Sénégal. d'accord. Et Merci c'est un beaucoup. peu une région un peu oubliée du Sénégal parce il me semble, la Gambie qui est au milieu. Donc, tu vois, un petit bout une langue de terre là qui sépare un peu les deux régions, et Ziguinchor, enfin la Casamance du Sénégal. Et donc, j'étais à Ziguinchor, je voulais aller à Bambali, qui était le village de Sadio Mané, où sa famille vit encore, hein. D'accord. Et je prends donc un vieux taxi, de toute façon, il n'y avait que ça, qui m'amène à Sédhiou, donc un petit village à côté de Bambali. Et à Sédhiou, donc il y avait 1 kilomètre qui sépare de Bambali, et il fallait prendre une sorte de bus collectif, mais déjà un bus que si jamais vous avez l'occasion de voir la vidéo, c'est un bus que je me demande comment il fait pour rouler. Je voyais le sol à travers mes pieds, la route à travers le sol plutôt. Voilà, il n'y avait même pas de kilocompteur, c'était au fil qui démarrait la voiture, il y avait la poussière qui rentrait dans le truc. Bon, bref, c'était un peu carnage. Sauf que à côté de moi, il y a un monsieur qui s'appelle Mamadou Gaïd Diatta. Et puis je me mets à parler, puis lui, je me mets à lui parler, il me parle, etc. Et en fait, j'apprends que c'était l'instituteur du village de Bambali. Et super rencontre. Déjà, le gars, il était super gentil, super appréciable. Quand il a appris ce que j'étais venu faire, de suite, il a été à même à me dire bah, écoute, Romain, si tu veux, dans mon école, je peux essayer d'organiser. Bon, c'est un village après, donc ça se fait assez rapidement. Je peux contacter tous les enfants et on peut s'organiser ça demain et après-demain. Comment tu vois les choses, etc. Eh ben, je peux te dire que dès le lendemain, il y avait 140 gamins qui m'attendaient pour faire des entraînements. Mais sauf que là, moi, je ne savais pas combien de gamins ils étaient, je ne savais pas forcément les infrastructures. Et donc, tu vois, en fait, là, déjà, en partant sur la rencontre de ce gars-là, ça s'est fait naturellement, tu vois. Et donc, ça, enfin, je ne sais pas comment expliquer réellement, mais cette rencontre naturelle te permet d'avancer, d'aller beaucoup plus loin dans l'aventure. Et, et puis, tu connais la personne, enfin, tu fais des échanges, on va dire, plus sains, en étant totalement désintéressé, et aussi bien lui que moi. Et derrière, on arrive à faire de très belles choses. Et après, une fois sur le terrain, quand tu te retrouves avec 140 gamins qui veulent faire du football, il faut essayer d'organiser tout ça, donc les répartir, essayer de faire des catégories, mettre en place une partie un peu atelier, calculer un peu le matériel que tu peux avoir, si jamais il faut que tu prennes du matériel qui est dans le village pour compléter un pot de fleurs ou n'importe quoi, ça peut toujours faire quelque chose. Et, et de l'autre côté, il faut organiser les matchs. Et ça, encore, tout ça, j'ai envie de te dire, c'est la partie qui est facile. La partie la plus compliquée, c'est qu'il faut le faire. Et en même temps, il faut gérer la caméra, la GoPro, le drone, le machin, parce que le but, c'était aussi de faire des images. Donc, c'était le côté entraîneur, mais le côté en même temps presque Réalisateur. réalisateur. Ben ouais, non, mais c'est Steven pas évident. Spielberg. Euh, Et donc, ouais, bon, On demande oublie à que t'es tout Spielberg. seul, hein, faut pas oublier que t'es tout seul hein, à ce moment-là. Hein. Ouais, mais bien sûr. Mm. Et demande à Spielberg de faire un entraînement et de filmer en même temps, c'est pas évident. Donc, très souvent, je donnais mon appareil photo ou mon téléphone pour qu'il y en ait un qui filme, mais des fois, je ne retrouvais plus le gars qui avait mon téléphone. Je me suis dit, putain, il est où mon téléphone? C'est bon, j'ai perdu mon téléphone. Et bon, je le retrouve 15 minutes plus tard. Il était avec un tel, il jouait avec Snapchat. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils me font?
Et voilà, et une fois qu'il y a le drone, il faut le gérer, sauf qu'il y a une mouette ou un aigle qui essaie de le croquer. Il y a le chien qui a pris la GoPro, et puis il faut faire les entraînements en même temps. Tu vois, donc il y a un contexte qui est totalement inédit. Et là, le côté naturel, il y est, mais surtout le côté savoir s'adapter, et tout en montrant que tu fais un entraînement qui tient la route, hein, c'est-à-dire en faisant en sorte que c'est toujours le sourire. Parce que le but du jeu, c'est pas de leur faire des trucs qui les font chier, c'est pas de faire de la préparation physique, c'est d'être dans le sportivo-ludique, c'est de faire du jeu, c'est de mettre des enjeux, de faire des challenges, etc. Donc, je peux te dire que sur le moment, si tu veux, c'est pas du stress, parce que c'est tellement positif, c'est tellement riche, mais c'est une concentration permanente. Et après, quand tu as une forme d'habitude, tu t'adaptes très facilement, et c'est super agréable parce que derrière, tu es en mesure de raconter ce genre d'événement, tu vois. Et donc, voilà un petit peu ces souvenirs spontanés que je peux te dire sur les entraînements. Romain, c'est parfait parce que ce que je trouve drôle, c'est que finalement, eh ben, on est parti en Océanie, on est parti en Indonésie, en Asie du Sud-Est, on est parti en Afrique, on est également parti en Amérique du Sud grâce à la Bolivie et le Brésil. Alors, finalement, moi, je suis régalé. On ne pouvait pas tout rentrer en détail, mais c'est incroyable. Pourquoi je te dis ça, c'est qu'avec tout le respect que j'ai pour toi et tout le respect que j'ai pour les personnes avec lesquelles j'échange, bah, c'est que je ne prépare pas mes échanges, je ne prépare pas mes questions. Et genre, en fait, cette phrase, elle m'a parlé parce elle explique, elle définit un peu ma démarche, le fait à peu près désintéressé, même si j'ai énormément d'intérêt à te poser des questions. Mais c'est le fait justement de ce côté naturel. Moi, je veux pas avoir. C'est pour ça qu'hier, on a été au téléphone, mais j'ai pas posé beaucoup de questions parce que je voulais pas que tu sois amené à te répéter. Je voulais pas. Et moi, je voulais pas être. Moi, je voulais garder la surprise de tes réponses et vraiment le côté spontané et le côté aussi spontané de ne pas savoir exactement ce dont tu vas me parler aujourd'hui et savoir bah, sur quoi je vais pouvoir rebondir. Et justement, ça m'a parlé cette phrase et je voulais pas influencer tes propos. Et ton anecdote, elle me parle plus que. Elle en dit long sur la personne que tu es devenue, mais ça me parle moi aussi pour moi me permettre de te comprendre, mais aussi pour me permettre d'apprendre de ta riche expérience. Ouais, merci. Écoute, en tout cas, le plaisir est partagé, comme je te l'ai dit au tout début, et puis c'était agréable d'échanger. Et maintenant, j'avais aussi échangé hier avec toi sur tes aventures, et tu as aussi beaucoup de mérite. Tu as fait quand même pas mal de choses, et je pense que tu prends un chemin pour vivre ce genre d'aventure, et je sais qu'à un moment donné, tu vas entreprendre quelque chose. Donc, que ça soit peut-être avec l'association, parce qu'on a toujours besoin d'avoir une structure qui te permet d'avoir une assurance, qui te permet de bénéficier de fonds et autres pour pouvoir partir et mettre en place ce genre de programme. Mais tu vas réaliser ce que tu as envie de faire. Tu as déjà commencé à faire des grands pas, et c'est un pas de plus. Je te Voilà, et puis remercie, Romain. si mon expérience t'inspire ou inspire d'autres personnes, voilà, et puis je reste dans tous les cas joignable, et on verra la suite. On verra la suite. La suite sera certainement aussi tout aussi intéressante. Il y a des choses à faire. Je peux me permettre de te poser une dernière question pour clôturer? Why not, oui. C'est peut-être la plus difficile, mais pour moi, elle est extrêmement intéressante parce que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais le podcast que je fais, Football à Gogie, c'est vraiment l'éducation par le voyage, un peu l'éducation, un peu la façon dont tu as grandi, dont je grandis du voyage. Très difficile de répondre à la question, mais je serais curieux de savoir comment tu répondrais. Comment, comment cette expérience, comment ces 2, 3 dernières années, notamment dans ta démarche, l'association et le projet J'ai rentraîné chez vous, comment c'est en train de te transformer? J'aime pas le mot parce que il n'y a pas vraiment de transformation, je parlerais plus d'évolution, mais quel impact ça a eu sur toi tu vois un peu où je veux en venir? Oui, oui, non, mais je vois entièrement. Mais tu sais, ça fait partie de. C'est tellement enrichissant que du coup, forcément, ça joue sur ta personnalité, et bien plus encore. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que
Si je dois te donner un exemple qui est d'actualité, on a eu le coronavirus, on a eu le confinement, et, donc moi j'étais à Paris dans un petit studio, et 2 mois de confinement dans un studio, pour beaucoup, te sortiront que ça a été horrible, que ça a été très compliqué, pas d'espace, c'était compliqué de sortir, enfin bon bref, et encore, si tu veux, je me sentais déjà privilégié, et certains se sentent aussi privilégiés par rapport à d'autres qui vivent dans un studio à plusieurs. Et sauf que moi, j'ai pas du tout eu cette réaction. Au contraire, j'ai extrêmement relativisé. Oh putain, excuse-moi, je suis fatigué. J'ai extrêmement relativisé. J'avais des gens que j'ai rencontrés lors de cette aventure qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit Romain, c'est la misère, Romain ci, Romain truc, on a perdu notre emploi, on n'a plus d'argent pour s'alimenter, pour plus de. Enfin, je sais pas si tu veux, c'était tellement la galère ailleurs que je me dis putain, je suis extrêmement chanceux d'avoir un toit, d'avoir de l'eau potable, d'avoir de l'électricité, de manger à ma faim, même si le contexte était quand même compliqué. Mais voilà, donc déjà, l'approche lors de tout événement est différente. Les rencontres sont différentes. Tu apprécies la rencontre, et tu sais que chaque rencontre a ce côté positif, qui est par l'enrichissement de l'échange, ou peut-être que cette personne-là sera à un moment donné à nouveau sur ton chemin et te permettra d'avancer, de t'aider à faire un pas de plus. Et donc voilà, si tu veux, en fait, ça m'a ouvert l'esprit davantage, ça m'a ça m'a apaisé. Du coup, je continue un petit peu aussi dans ma philosophie personnelle d'avoir cette pensée positive permanente qui te permet d'avancer, et de pas prendre les problèmes comme un problème, mais plutôt comme un chemin à prendre, et où il faut trouver pas une solution, mais il faut trouver le meilleur moyen pour que tu l'apprécies à sa juste raison. Donc voilà, ça fait un peu messager de sagesse, mais c'est pas forcément le but. Mais disons que quand tu vis ce genre d'aventure et que tu rencontres des personnes qui méritent un respect immense, t'apprennes beaucoup sur la vie, et là tu te dis que bon, à un moment donné on va se poser les bonnes questions, et on va essayer de vivre heureux et de rendre le maximum de personnes heureuses. Et puis voilà, donc tu vois, ta question m'amène à une réponse un peu floue, un peu vague, mais c'est dans la pensée, dans le retour que je peux te faire, c'est ce que je te dirais. Voilà. Je te remercie. Et la question, je la pose vraiment pour moi. Et même si tu dis, comme tu dis, Ouais. ça fait un peu prêche, tu sais, ça fait un peu prêcheur de sagesse. Moi, je le perçois pas du tout comme ça. Moi, je suis vraiment heureux que tu prennes le temps justement de partager. Donc c'est parfait. Tu as mentionné le fait, c'est ça, que tu as été fatigué. Moi, je tiens à mentionner qu'hier, tu m'avais dit 1h30. On a largement débordé de moins 20 minutes. Donc, je tiens vraiment absolument à te remercier. Non, c'était ok. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaiterais faire passer un message pour la fin de notre échange, de prendre la parole sur un dernier mot, ou un truc que j'ai oublié Ouais. d'aborder, ou une question que j'ai oublié d'aborder? Non, pas du tout. Déjà, enfin, il y a tellement de choses Mhm, qu'on pourrait évoquer, mais c'était déjà très sympathique d'échanger avec toi. Et mhm. puis, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast, ou d'autres que tu as pu réaliser, euh, voilà, je sais pas, je suis content si jamais ça crée des déclics, Mhm. si jamais ils sont inspirés de ce que ces podcasteurs ont pu faire dans leur parcours. Donc ça, c'est bien, et ça fait partie de ton projet de podcast et de rencontre avec des personnalités un peu différentes, mais en même temps, ce sont des gens comme tout le monde, et qui font des pas. Enfin, je reprends cette expression de pas, qui osent. Et donc toi, tu permets
d'en savoir plus sur ce parcours et de le faire connaître. Et donc, c'est pour ça que je te dis, continue cette aventure de podcast. Tu le fais très bien, d'ailleurs. Tu me disais que tu étais pas journaliste professionnel. Ben, je te dis que c'était très agréable parce que tu mets en confiance la personne, tu poses des bonnes questions, tu mets le tempo. Et donc, continue cette aventure et je pense que de ton côté, ça va payer. Et puis, tu as plein de projets dans ton sac. Donc, voilà, continue. Romain, je te remercie, merci beaucoup. Et comme je le dis, moi c'est sûr que sur mon parcours, source d'inspiration de ton projet, et ouais, franchement, je suis intimement convaincu que je ne serai pas le seul, et si on a qu'une, eh ben, ce sera déjà suffisant, et pour moi ça aura été vraiment un agréable moment. Merci beaucoup. Bon, ben, écoute, plaisir à partager encore une fois. Et puis, on se tient au courant, on se reverra prochainement sur Paris ou ailleurs. J'espère que vous avez pu apprécier ce nouvel épisode, ce nouveau voyage en présence de Romain Garcia. Évidemment, c'est le premier que je remercie pour son temps, pour le temps qu'il nous a offert de partager une partie de son voyage, de son expérience, de cette expatriation. Si jamais ça a pu être intéressant, ça a pu avoir un impact pour vous, comme ça a pu être le cas pour moi, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et en attendant, vous avez pu remarquer le soutien que j'ai pour son projet, que ce soit celui de J'irai entraîner chez vous ou pour son association Football Mission, que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes que je partage, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. En tout cas, si jamais vous souhaitez continuer l'aventure avec Football à Goji, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, où cette fois-ci nous nous envolerons en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. En attendant, prenez soin de vous, évidemment.